J'ai le plaisir d'animer et de modérer la rencontre d'aujourd'hui en votre présence, donc les élèves de l'Institut des Dames de Marie. Je vous remercie beaucoup d'être présents et présentes. Et on a également des intervenantes et intervenants de premier plan, dont évidemment la ministre fédérale Vanessa Mas, que je remercie aussi vivement pour sa présence, et d'autres invités que je vais vous présenter dans un instant. Alors le thème du jour, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux et l'adolescence. Faut-il interdire? Faut-il encadrer? Responsabiliser? C'est un vaste débat, on a envie d'en discuter avec vous. Alors en quelques mots, comment ça va se passer? Moi, je vais d'abord vous présenter assez rapidement les résultats d'une enquête qu'on a menée, Testachat et notre organisation coupole Euroconsumers, pour connaître l'expérience des jeunes sur Internet, avant de pouvoir ensuite faire réagir 5 élèves de l'Institut des Dames de Marie qui viendront ici en discuter avec moi. Ensuite, nous aurons une prise de parole de Madame la ministre Vanessa Mas, suivie de la table ronde avec les invités que je vous présenterai dans un instant. Est-ce que je peux juste demander à tout le monde de mettre son GSM sur silencieux ou en mode avion, comme j'entendais que c'était le protocole dans votre école apparemment. Et je propose qu'on commence sans plus tarder les résultats de notre enquête. Est-ce que tout le monde voit si je suis ici ou est-ce que c'est préférable que je m'assieds? Est-ce que vous voyez ici? Non? Oui? Non? Ok, alors je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir, comme ça vous verrez mieux. Alors, on a mené cette enquête auprès de 646 jeunes qui avaient entre 12 et 17 ans cet été, en juillet 2025, et on a pondéré ces résultats en fonction donc, de l'âge, du genre et de la région. Vous voyez toujours pas bien? Ça va? Dites-moi, si quelqu'un ne voit pas, criez. Alors, première donnée intéressante de cette enquête, combien de temps les jeunes passent en moyenne sur Internet? 3 heures, un peu plus de 3 heures, 3 heures et 6 minutes pour être précis, mais quand même un jeune sur 5 qui passe plus de 4 heures par jour sur Internet. Et on voit que les chiffres sont un peu plus élevés pour les jeunes qui viennent d'un ménage ayant une situation financière plus difficile. Alors, que font les jeunes sur Internet? Apparemment, vraiment beaucoup de choses. 99% s'y informent, 97% utilisent les réseaux sociaux, 96% regardent des vidéos, écoutent de la musique streaming, plus de 90% jouent aussi à des jeux en ligne. Mais on voit aussi qu'il y a un aspect créatif, 68% créent eux-mêmes ou elles-mêmes des contenus qu'ils et elles publient en ligne. Alors, à quel point est-ce que les jeunes sont présents sur les réseaux sociaux? Quasiment tous les jeunes sont sur les réseaux sociaux, mais on voit que 80% d'entre eux sont actifs sur au moins 4 plateformes. Donc, dont voilà, des bien connus ici, Instagram, Snapchat, WhatsApp, etc. À partir de quel âge sur les réseaux sociaux? Vous savez ou vous ne savez pas, on en discutera qu'en théorie, l'âge minimum, c'est 13 ans. Mais ce qu'on constate dans la pratique, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sur les réseaux sociaux avant cet âge-là. Regardez de nouveau un exemple sur Instagram, c'est 56% des jeunes qui y étaient avant l'âge de 13 ans. Et on a un jeune sur 4 qui a utilisé une fausse date de naissance pour pouvoir utiliser les réseaux sociaux avant l'âge de 13 ans. Alors, quelle est l'expérience? Il y a évidemment beaucoup de choses à dire, mais ça nous intéressait ces questions-là aussi. On voit comment est-ce qu'on utilise et comment est-ce qu'on perçoit ces réseaux sociaux. Presque 6 jeunes sur 10 les utilisent dès qu'ils ont le temps. Je ne suis pas sûre que ce soit tellement différent pour les adultes, ceci dit, mais on peut en discuter aussi plus tard. 44% s'ennuient lorsqu'ils ne peuvent pas les utiliser. Et autre chiffre interpellant quand même, c'est 37% qui se déclarent anxieux quand ils ne reçoivent pas de notifications ou de messages depuis un certain temps. Alors que font-elles aussi? C'est suivre des influenceurs sur les réseaux sociaux. 71% des jeunes suivent
des influenceurs et influenceuses avec une réelle influence, en l'occurrence, parce qu'on voit que 69% a déjà acheté quelque chose sur base des recommandations d'un influenceur ou d'une influenceuse. Alors, on a voulu savoir aussi ce que les jeunes pensaient des algorithmes qui sont utilisés sur les réseaux sociaux. Et là, c'est assez nuancé, parce qu'on voit par exemple que 66% estiment que les algorithmes leur font passer plus de temps sur les réseaux que ce qu'ils voudraient. Mais en même temps, il y a 62% qui déclarent que ça fait gagner du temps en proposant des contenus qui sont justement pertinents. Autre chiffre interpellant, c'est plus de la moitié, donc 54%, qui déclarent ne pas percevoir que des algorithmes sont utilisés sur les réseaux sociaux. Alors, autre thématique, est-ce que les jeunes jouent à des jeux vidéo? Pour l'immense majorité, c'est oui, 86%. Et on voit qu'il y a certaines techniques qui les irritent, 75% qui s'irritent un peu de la publicité et près de 60% qui s'irritent aussi des techniques qui sont utilisées pour les faire dépenser plus dans ces jeux vidéo, par exemple pour passer un niveau plus rapidement ou acheter un accessoire. En termes d'impact sur la vie sociale, il y a également des choses à dire. On voit que à la fois 70% déclarent réussir à contrôler le temps passé à jouer, mais on a aussi 60% qui cachent le temps réel passé à jouer, par exemple à leurs parents. Et autre élément important, 60% qui déclarent préférer jouer à des jeux vidéo plutôt que de passer du temps avec leurs amis, et 55%, donc quand même plus de la moitié, qui ont perdu l'intérêt pour leur hobby parce qu'ils préfèrent jouer. Alors pourquoi on a ce débat? Parce qu'on parle aussi des risques, des dangers des réseaux sociaux. Alors est-ce que les jeunes interrogés ont déjà été confrontés à des risques? Oui, plus de la moitié, 54%. 1 sur 4, par exemple, a été contacté par un inconnu en ligne. 15% a été confronté à des discours haineux ou à du harcèlement en ligne. Et 13% confrontés à des menaces de partage de contenus intimes ou privés sans leur consentement. Alors face à ça, qu'est-ce qui est mis en place peut-être pour tenter de limiter l'activité en ligne? On voit qu'il y a un contrôle parental pour 89% des jeunes interrogés, avec là aussi une différence quand on regarde la situation financière. 93% pour les personnes issues de familles aisées, 83% dans les situations financières plus compliquées. Mais ce qui est interpellant aussi, c'est qu'on voit que seuls 33%, donc un tiers, ont une limite de temps d'écran, par exemple. Seuls 28% ont des parents qui interdisent d'installer certaines apps. Alors, est-ce que les jeunes sont demandeurs de mesures ou est-ce qu'ils estiment qu'il devrait y avoir une meilleure réglementation? Alors, on a un peu le sentiment qu'ils ne sont pas forcément partisans d'une approche de la part du gouvernement, mais il y a beaucoup qui est demandé aux parents. 71% estiment que c'est à leurs parents de décider ce qu'ils peuvent faire en ligne. 59% estiment que ce n'est pas au gouvernement de décider. 60% estiment que la réglementation actuelle est suffisante et 57% estiment qu'il y a déjà un peu trop d'attention qui est consacrée à la vie privée et à la sécurité en ligne des adolescents. Alors, si on adopte des mesures, lesquelles les jeunes jugent-ils et jugent-elles utiles? On voit que là, on se tourne beaucoup vers les plateformes, par exemple, flouter du contenu. On a 92% des jeunes qui trouvent cela utile. Prévoir des canaux d'assistance dédiés, là aussi c'est 92% qu'ils jugent utiles, ou des paramètres par défaut spécifiques, 88%, ou, et ça je trouvais ça intéressant aussi, en demandant aux jeunes ce qui leur plaît plutôt que de les profiler sans qu'ils en soient conscients, c'est 88% des jeunes qui trouvent cela utile. Alors, dernière slide que je voulais vous montrer, c'est aussi intéressant, je faisais la référence à la consommation des adultes. Ben voilà, je pense que les adultes ont aussi des questions à se poser. 72% des jeunes estiment que les adultes devraient aussi questionner leur propre usage avant de demander aux mineurs d'en faire autant.
Alors, d'ailleurs, je suis assez convaincue que mes enfants seraient d'accord avec ça. Je voudrais maintenant faire, comme je l'avais annoncé, réagir les premiers et les premières concernés. Et donc, je vais appeler à venir s'asseoir ici avec moi Ricardo, Nawel, Nathanaël, Yael et Kalina. Venez, s'il vous plaît. Merci beaucoup de venir ici avec moi. Je sais que ce n'est pas un exercice facile, donc c'est vraiment chouette que vous ayez accepté de le faire. Et l'idée, c'était vraiment de vous entendre dans un premier temps sur peut-être une réaction à ce que vous venez de voir. Est-ce que vous vous reconnaissez dans les résultats que j'ai montrés? Est-ce que, par exemple, 3 heures d'utilisation, ça vous semble beaucoup? Pas beaucoup? Est-ce que pour vous, c'est plus? Est-ce que c'est moins? Est-ce que quelqu'un a envie de réagir en premier? En vrai, je pense que 3 heures, c'est quand même assez exagéré. Parce que moi, je pense que je passe beaucoup moins de temps, genre un peu plus d'une demi-heure en moyenne par jour. Mais je pense qu'il faudrait quand même placer quelques limites pour ça. Et toi, tu te fixes tes limites toi-même ou c'est des limites qui sont imposées par ta famille? En vrai, ça dépend. Il y a des jours où genre, j'en ai marre, genre j'ai plus envie de regarder et je regarde pas. Mais sinon, ça arrive que juste c'est l'application qui se bloque parce que j'ai contrôle parental. Ah voilà, c'est ça. Donc il y a quand même un contrôle parental et tu as une limitation de temps d'écran. Et tu sais de combien elle est? Je pense qu'elle devrait être de 45 minutes. Ah oui, c'est ça. Ok. Et de ce côté-ci, qu'est-ce que ça vous paraît beaucoup, pas beaucoup, 3 heures? Moi, j'ai une limitation donc sur mon téléphone, un contrôle parental, et c'est 3 heures par jour. Mais bon, ça veut pas dire que j'utilise mon téléphone pendant 3 jours, mais voilà. Tu arrives chaque fois à la limite ou parfois tu t'arrêtes avant? Oui, 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 ça dépend des jours. Mais après, il y a aussi mon ordinateur, etc. Donc il n'y a pas que mon téléphone, mais... Ah, donc on peut faire smartphone plus ordinateur, du coup on dépasse la limite qui s'applique que pour le smartphone dans ton Ouais. cas ou... D'accord. Mais après, je vais pas passer tout mon temps dessus non plus. Donc tu te reconnais dans les chiffres qui ont été montrés? Oui. Mais après, ça dépend des applications. Enfin, c'est pas vraiment sur les réseaux sociaux que je vais passer mon temps. Qu'est-ce que tu vas utiliser plutôt, toi? Juste pour parler avec des amis ou quoi. Ça, plus des messageries, des appels et des textos, plus que regarder des contenus en ligne. Ok. Et toi? Moi, c'est plus pendant les vacances que j'utilise les réseaux sociaux. Donc, je sais que j'ai plus de 3 heures. Mais pendant la semaine, du coup, quand c'est l'école, bah, je sais que je fais moins de 3 heures parce que j'ai une limite de temps. Et du coup, bah, après l'école, je sais que je peux pas être sur mon téléphone. Et enfin, voilà. Donc c'est moins en semaine, plus le week-end. C'est ça. Et donc vous avez adapté la limite comme ça. Ok. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre veut Nathanaël ou Kalina, vous voulez réagir? Moi, je sais que j'ai plus de 3 heures de temps d'écran sur les réseaux, même si je me mets des limites. Enfin, je me suis mis moi-même une limite sur Instagram, mais je sais que je la dépasse souvent. Mais ça Parce me que choque. tu peux prolonger. Oui, Quand t'as le petit pop-up et tu peux dire prolonger de. oui, c'est ça. Mais ça me choque quand même, même venant de moi, parce que je trouve ça un peu exagéré de 3 heures juste sur les réseaux sociaux. C'est ça. Tu te dis que tu pourrais peut-être faire autre chose. Mhm. Et toi, Nathanaël? Moi, personnellement, ayant un contrôle parental sur mon téléphone et aussi je ne suis pas beaucoup actif sur les réseaux sociaux, je pense que je passe bien moins d'1 heure sur les réseaux sociaux par jour. Mais aussi, je pense, et c'est pas que mon cas, qu'il y a un ratio le week-end où on passe beaucoup plus de temps sur les réseaux que la semaine où on a des heures de cours et des devoirs. Et est-ce que vous allez oser me dire depuis quel âge vous êtes sur les réseaux sociaux? Depuis 1 an. Donc tu avais quel âge? J'avais 13 ou 14 ans. C'est ça, donc tu étais dans la limite. Et toi, Ricardo? Moi aussi, j'ai commencé pour le premier réseau social, c'était en deuxième secondaire. Ok. Je me souviens plus c'était lequel. Mais sinon, sur Instagram, j'ai commencé début de l'année passée, donc Ok. très récemment. Ok. Vous aussi, les filles, c'est après 13 ans ou c'est un peu avant? Moi, mon premier réseau social, du coup, Snapchat, je pense, je l'ai eu à 13 ans, 12-13 ans. Et Instagram, je l'ai installé un peu plus tard, vers 14 ans. Ok. Ok, c'est intéressant. Donc vous êtes plutôt
Vous avez bien respecté les règles. Est-ce que vous êtes d'accord de partager, parce qu'on parle des risques des réseaux, est-ce que vous arrivez à identifier quels sont les risques de l'utilisation et est-ce que vous avez déjà été confronté, par exemple, à des contenus que vous auriez préféré ne pas voir? Donc il y a la question du contenu et puis il y a la question de, un peu comme tu le disais tout à l'heure, de dire oh là là, ça fait déjà 3 heures, je me suis même pas vraiment rendu compte. Est-ce qu'il y a déjà, vous avez déjà des expériences négatives par rapport à votre utilisation des réseaux sociaux? Bah, c'est vrai qu'il y a du contenu qu'on n'a pas envie de voir, mais on n'a pas vraiment le choix, parce que c'est sur notre fil de... Ça apparaît et du coup tu regardes. Voilà, c'est ça. Sur les sites pour adultes, etc., il y a des limitations d'âge, mais sur les réseaux sociaux, pas, alors qu'il y a des contenus qui devraient pourtant être... qui devraient pas être montrés à des gens de notre âge, quoi. Et même plus jeunes encore. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a des jeunes qui mentent sur leur âge et ils sont exposés à des contenus qui sont pas appropriés pour eux. Et voilà. Et par rapport à ça, tu te dis qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Parce que à ton âge, si tu es sur les réseaux, tu risques de voir ça. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, il faudrait renforcer les limitations d'âge et faire en sorte que ce soit plus vérifié. Et aussi, il faut que les parents ils soient coopératifs par rapport à ça. Parce que s'ils laissent leurs enfants aller sur le réseau et regarder un peu ce qu'ils veulent, bah, ça va pas le faire. Donc tu trouves qu'il y a aussi, tu es d'accord avec les résultats tout à l'heure, qu'il y a une responsabilité aussi importante des parents et de la famille pour accompagner. Est-ce que vous avez aussi quelque chose à dire sur les avantages des réseaux? C'est quoi que vous jugez positif dans votre expérience des réseaux sociaux, Ricardo? Bah, moi, personnellement, sur les réseaux sociaux, je passe pas mal de temps quand même à regarder les informations et tout ça. Et je trouve que pour des jeunes, ça soit plus facile de pouvoir savoir ce qui se passe dans le monde sans forcément devoir allumer la télé, regarder le journal, les pubs et tout ça. Ou plutôt plus facilement regarder une minute de genre d'actu rapide ou des posts à la suite qui expliquent ce qui se passe dans le monde. Et comment tu choisis les sites que tu vas, ou les comptes que tu vas suivre pour t'informer du coup? Bah, en général, je prends par exemple des chaînes de JT que mes parents me conseillent parce que aussi, enfin, quand ils étaient jeunes, ils regardaient le JT parce que les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Et donc, ils me disent oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien, tu peux faire confiance à ça et tout Donc ça. vous le faites en discussion avec tes parents Oui, pour genre ils choisir les m'ont. comptes Ouais. qui te semblent fiables et intéressants. Ils contrôlent un peu les comptes que tu suis du coup ou... Non, je les ai jamais vus vérifier. Enfin, on n'a jamais vérifié ensemble, C'est une mais discussion sur base de la confiance, quoi. Ok. Et vous, une expérience, quelqu'un d'autre veut partager une expérience positive? Vas-y, Nathalie. Je trouve personnellement que les réseaux sociaux, c'est un super moyen de s'exprimer, peu importe qui on est et quel âge on a. Et ça, vraiment, c'est super chouette, je trouve. Donc, tu as l'impression que tu as une liberté d'expression qui est plus large là sur les réseaux sociaux que dans le monde réel, je dirais. Oui? Oui, c'est ça. Je peux résumer comme ça? Ok. Et toi, tu peux partager? Mais par exemple, dans le monde des réseaux sociaux, on peut avoir une algorithme, par exemple, de sport. Et si par exemple on aime bien le sport, bah, ça peut nous motiver à faire plus. Et voilà. Mais c'est très intéressant parce que j'allais justement vous demander, est-ce que vous êtes conscient des algorithmes qui sont utilisés? Vous voyez que le contenu que vous voyez défiler, il est influencé parce que vous avez recherché avant ou regardé avant ou ça vous paraît pas trop évident? Peut-être que tu as beaucoup de contenu de sport, du coup, je sais pas. Et c'est vrai qu'en plus, ça va très rapidement, les algorithmes. Parce que moi, j'ai installé Instagram il y a quelques semaines, là, et il y a déjà tout qui Qui me est parle. influencé Ouais. parce que tu as déjà regardé. Ouais. Et ça te plaît ou ça te dérange? Enfin, c'est vrai que c'est choquant un peu de voir que directement, ils peuvent cerner ta personnalité et ce que t'aimes. Mais enfin, évidemment que ça va me plaire parce que du coup, bah, c'est un contenu que j'apprécie, quoi. Ouais. D'accord. Et de votre côté, les algorithmes, vous les percevez? Vous voyez que ça influence le contenu? Moi, personnellement, les algorithmes, j'en suis vraiment conscient et c'est aussi pour ça que je suis très peu sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est vraiment les algorithmes qui choisissent ce qu'on va regarder, ce qu'on va aimer et ça, pour moi, c'est vraiment la raison pour laquelle je suis pas beaucoup dessus. Ouais.
tu as l'impression que ça t'ôte justement la liberté, parce que tu parlais tout à l'heure Oui, de c'est cette ça. liberté, et là, tu as l'impression que c'est plutôt le contraire avec les algorithmes, c'est ça? Exactement. Ok. Ok, super. Merci beaucoup pour cette première réaction à tous les 5. Et je vous appellerai encore à réagir tout à l'heure pendant la table ronde. Donc vous pouvez retourner vous asseoir. Je veux bien qu'on les applaudisse, s'il vous plaît. Maintenant, je voudrais, s'il vous plaît, appeler la ministre Vanessa Metz à venir dire un mot avant que nous lancions la table ronde. Merci. Merci à Testacha pour ce moment de partage et qui est important parce qu'on est évidemment dans un dossier, dans une thématique qui est vraiment au cœur des préoccupations des jeunes, de leurs parents évidemment, et aussi du monde associatif, politique, parce que vous l'avez dit dans vos témoignages, on l'a vu dans l'enquête, il y a le meilleur et il y a le pire évidemment sur les réseaux sociaux. Alors on a vu au travers de cette enquête qui est une pierre de plus à un édifice qui est déjà très, très long, très, très haut, puisqu'on a eu une commission parlementaire en France sur les pratiques sur TikTok. Il y a Amnesty qui a fait aussi un rapport sur toutes les dérives par rapport à TikTok. Et donc, tous ces éléments-là, cette enquête, ça contribue aussi à légiférer, à prendre les lois, les bonnes, les justes, et celles qui effectivement ont un impact. Parce que si c'est pour venir et dire « oh bah oui, c'est dommage pour les jeunes, on va essayer de faire, etc. » mais sans prendre quelque chose qui est efficace et qui répond à une attente à la fois qui, évidemment, laisse la place, on l'a dit tout à l'heure, au fait que c'est un espace d'expression, que c'est un espace d'information, d'échange aussi, c'est important, mais évidemment, on doit pouvoir cadrer ça avec des contenus qui sont appropriés. Alors moi, je commence toujours par dire, c'est pas vous, les jeunes, qui êtes responsables de ce qui est sur Internet, et c'est pas parce que vous regardez une fois quelque chose et que les algorithmes vous les remontent en boucle sur d'autres formes, c'est pas votre responsabilité. Les premiers responsables, ce sont les grandes plateformes, vous les avez citées, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, etc., qui, au fond, eux, ne se sentent pas responsables par rapport à vous, par rapport à la société tout court, et ont dans leur contenu des contenus qui sont parfois, souvent, malheureusement, inappropriés, violents, harcelants, des contenus à caractère sexuel, des contenus pédopornographiques, des contenus extrêmement violents, je l'ai dit, et donc qui, évidemment, ne sont pas de nature je ne pense pas que c'est ce que vous voulez voir, en tout cas. Ce que vous voulez, c'est pouvoir échanger, pouvoir vous intéresser à plein de choses. Et donc, face à ce constat-là, il y a plusieurs choses. La première, c'est, on dit, c'est eux qui doivent être responsables. C'est fini le temps de dire, vous savez, nous, au fond, on héberge des contenus, mais on n'en est absolument pas responsable. Ce temps-là, il est terminé. Il est terminé parce qu'ils ont une vraie responsabilité de présenter des contenus qui sont appropriés pour tous les publics qui peuvent les regarder. Et si on doit à un moment donné aller plus loin, et je vais venir très vite sur la question de l'âge et les réseaux sociaux, mais c'est parce que ces contenus-là, ils ne sont pas appropriés, et ils n'ont pas eux-mêmes, ces grandes plateformes, pris leurs responsabilités. Il y a pourtant des règles qui leur imposent de le faire, des règles européennes, de présenter des contenus qui sont appropriés, notamment aux jeunes, mais pour cela, ils n'ont toujours pas pris l'entièreté de leurs responsabilités. Je prends TikTok, parce que c'est évidemment souvent la plateforme qui défraie le plus la chronique par rapport aux jeunes. Je vous prends un exemple, il y a eu, il y a quelques mois, des challenges ou des hashtags SkinnyTok, qui incitent les jeunes filles à une maigreur excessive, avec des discours culpabilisants. Si t'es pas assez mince, c'est ta faute, si t'es pas assez courageuse. Voilà les conseils pour cacher la manière dont tu peux éviter de manger et vendre par ailleurs aussi des produits de toutes sortes pour des amaigrissements et autres qui sont évidemment au niveau de la santé publique absolument pas contrôlés.
On sait évidemment que ces comportements-là, ça mène à des problèmes de santé, à de l'anorexie, à des troubles du comportement alimentaire. Et donc, TikTok, par rapport à ça, continuait à laisser ces algorithmes marcher. Et donc, une fois que vous aviez regardé une vidéo où vous aviez en boucle, évidemment, l'ensemble des vidéos sur le Skinny Talk. Alors, avec la France, parce qu'on sait évidemment bien que ça rayonne au-delà de nos frontières belges, avec la France, on a décidé de déposer plainte contre ce Skinny Talk. Et TikTok s'est senti quand même un petit peu acculé et ils ont retiré leur hashtag Skinny Talk. Donc ça veut dire que lorsqu'on agit, lorsqu'on dépose plainte sur des contenus inappropriés, on a une marge de manœuvre. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut évidemment, et là je parle pour nous, les responsables politiques, arrêter d'être là, c'est comme ça, ils sont trop gros, on sait rien faire, c'est tant pis, on n'a pas assez de puissance pour les contrer, etc. Et c'est pour ça qu'il faut une vraie coordination au niveau de l'ensemble des États européens pour pouvoir frapper fort. La Commission européenne mène une grande enquête sur TikTok, avec évidemment le Skinny Talk, mais aussi d'autres challenges. Vous vous souvenez probablement de ces challenges qui faisaient que si vous avaliez le plus de d'afalgan possible, et le premier qui se retrouvait à l'hosto avait gagné le challenge. Des tas de challenges comme ça qui sont évidemment extrêmement dangereux pour la santé. Et aussi, le rapport d'Amnesty mettait en évidence le fait qu'il y avait sur TikTok, une fois très très vite, avec un faux compte de jeunes, des vidéos qui incitaient par exemple au suicide. Si on éprouve un mal-être à un moment donné, tous, et on sait qu'évidemment la période de l'adolescence est aussi une période dans laquelle on ne trouve pas toujours sa place, on ne sait pas trop, les copains, les copines, etc. Et donc on a ces contenus qui sont revenus en boucle sur l'incitation au suicide, etc. Donc évidemment ce sont des contenus inappropriés. Alors moi je ne suis pas en train de dire que TikTok, il faut tout jeter à la poubelle et tout balancer, mais ces contenus-là, ils sont inappropriés. Mais c'est eux qui sont responsables de ces contenus. C'est eux qui sont responsables de les réguler parce qu'il y a des règlements européens qui leur imposent et que quand ils ne le font pas, nous avons la capacité, comme État, mais aussi comme individu, de déposer plainte en disant « vous ne respectez pas les règles » parce que ces contenus sont inappropriés. Ça, c'est la première chose. Alors, face au fait qu'il y a, ça commence, une forme parfois un peu de régulation de ces réseaux sociaux, mais pas assez, qu'est-ce qu'on fait? On continue, bien sûr, à appuyer sur ce point-là en disant il faut qu'ils soient responsables de leur contenu, mais est-ce qu'on laisse des jeunes exposés à des contenus totalement inappropriés? Et alors vient très vite la question de l'âge et de la vérification de l'âge. On l'a vu dans l'enquête, 13 ans actuellement, la plupart des réseaux sociaux, c'est 13 ans. J'ai maintenant ils sont très grands, mais trois jeunes qui m'ont dit est-ce que je peux aller sur Facebook? Non, t'as pas 13 ans, mais on mettra un autre âge. Ça marche comme ça, on sait, on a vu le pourcentage, c'est déjà très important. Donc, en fait, la question c'est, ok, on met un âge, c'est bien. Mais vous savez, quand on fait une règle, il faut pouvoir la contrôler. Parce que sinon, on est là, c'est bien, il faudrait que les jeunes ne soient plus sur les réseaux sociaux avant 13 ans, oui. Et l'enquête démontre qu'évidemment, et c'est normal, je vais dire l'interdit, on essaie de le contourner, et on met un âge différent. Donc, que faut-il faire? Lorsqu'on définit, et si on définit un âge, on parle actuellement de 13 ans, c'est la limite qui est pour l'instant, mais d'autres États européens parlent plutôt de 15 ans, ne pas accéder aux réseaux sociaux avant 15 ans. Ce qu'il faut surtout, c'est lorsqu'on délimitera une règle, 13, 14, 15 ans, moi j'ai pas d'opinion toute faite sur cette question. Je me rends compte que ça dépend du réseau social, que ça dépend aussi évidemment de la maturité parfois. Donc c'est compliqué de légiférer de manière absolue. Et de dire, on va dire c'est 15 ans. En France, donc on parle de 15 ans, le niveau européen parle de 15 ans. Mais lorsqu'on aura, et si on décide de définir un âge, c'est mon option qu'il faut définir un âge, surtout mon option, c'est qu'il faut le vérifier cet âge. Il faut le vérifier, sinon ça n'a pas de sens.
Alors on a deux moyens de vérifier. On a, c'est ce qui fait dans un certain nombre d'États aux États-Unis, il y a un âge qui est fixé, et on dit aux plateformes, c'est vous qui êtes responsable et qui devez contrôler cet âge. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, imaginons qu'on dise 13 ans, la plateforme se rend compte, tiens, c'est bizarre, à 13 ans, il regarde des contenus qui n'ont pas l'air d'être de son âge. Et donc la plateforme quand même va se dire, ben, tiens, là il y a quand même quelque chose qui cloche. Donc non seulement vous aurez été exposé à des contenus inappropriés, puisque la plateforme vous dira après, et oh, t'as pas 13 ans toi, ça ne va pas, il faut que tu te retires du réseau. Mais vous aurez été exposé à ces contenus qui étaient inappropriés, et en plus, la plateforme aura pompé toutes vos préférences, tout ce que vous regardez, tout ce que vous aimez, et donc en termes de respect de la vie privée et des données personnelles, c'est une catastrophe, évidemment. Laisser le soin de faire la police aux plateformes, c'est évidemment une option que certains défendent. Moi, c'est pas celle que je défends. Si on met un âge et qu'on veut le vérifier, on doit le vérifier de manière sûre. C'est-à-dire comment? Avec ce qu'on appelle une authentification numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà, j'ai 13 ans, je souhaite m'inscrire sur un réseau, mais je dois prouver que j'ai 13 ans. Et comment je peux le prouver? Actuellement, vos parents utilisent largement type It's Me. It's Me, c'est une application, une interface qui permet de se connecter à un service fédéral pour remplir sa déclaration fiscale. Et donc, qu'est-ce que dit It's Me? C'est bien toi qui es derrière. C'est bien monsieur Y qui est derrière l'ordinateur. Et donc, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas type It's Me pour les jeunes, pour s'inscrire sur les réseaux? Ça veut dire que c'est vous qui êtes derrière. Non seulement ça permet d'authentifier votre âge et de dire oui, c'est bien lui et il a bien 13 ans, 14 ou 15 suivant l'âge qu'on aura défini, mais aussi, et ça c'est un de mes seconds projets et on l'a vu aussi dans l'enquête, c'est lutter contre l'anonymat en ligne. Le harcèlement, les jeunes ont mentionné qu'ils avaient été exposés à soit des inconnus, soit des harcèlements, de la violence, etc. Et donc c'est très important pour nous de pouvoir lutter contre l'anonymat en ligne. Alors certains me disent oui, mais alors ça va être la fin de la liberté d'expression. Non, parce que vous pourriez toujours utiliser un pseudo. Pour évidemment, si vous avez quelque chose à faire valoir et que vous ne souhaitez pas être identifié au travers de ce que vous dites, évidemment vous pouvez utiliser un pseudo. Mais au moment où vous commettez une infraction sur Internet, c'est-à-dire où vous harcelez quelqu'un d'autre, vous faites de la discrimination, vous avez des propos violents, etc., mais qu'on puisse dire c'est Y qui est derrière. Et pas se cacher derrière des comptes anonymes qui souvent permettent tout, qui sont nos limites. Et je dis toujours, ce qu'on ne peut pas faire dans la vie réelle, on ne peut pas non plus le faire sur Internet. Et donc, ça n'empêche pas la liberté d'expression. Si j'ai une opinion qui n'est pas une opinion raciste, qui n'est pas une opinion xénophobe, qui n'est pas une opinion homophobe ou sexiste, je ne commets pas d'infraction. Voilà, je peux émettre une opinion. Mais dès lors que je commence à violenter d'autres, harceler d'autres, avoir des propos discriminants, là, je commets une infraction. Et donc, quand je le fais dans la vie réelle, si je crie sur une place publique à propos violents, si je le mets sur Internet, je dois être sanctionné de la même manière. Et pour pouvoir être sanctionné, on doit savoir qui est derrière. Parce que sinon, c'est trop facile, c'est l'impunité totale. On est derrière son écran et on se rend open bar pour dire tout et n'importe quoi. Et donc, voilà pourquoi l'authentification numérique est un projet qu'on porte avec le gouvernement pour avoir non seulement une vérification de l'âge et dire oui, ok, vous pouvez être soumis à des contenus parce que vous avez l'âge requis, mais aussi, c'est important d'avoir cette authentification, et là c'est pour les jeunes et pour n'importe quel adulte, d'avoir une possibilité de lutter contre l'anonymat sur les réseaux sociaux. Voilà en gros et en synthèse sur quoi on travaille pour l'instant, avec plein d'autres choses évidemment, mais en réponse vraiment aux préoccupations de l'enquête. On ne veut pas limiter la liberté d'expression, on ne veut pas fliquer tout le monde, on veut juste à un moment donné qu'il y ait d'abord une responsabilité des plateformes et continuer à déposer plainte chaque fois que c'est possible et chaque fois que c'est des contenus inappropriés, de pouvoir authentifier numériquement les jeunes
avec leur âge qu'on aura défini. Le débat est pour l'instant au Parlement fédéral, où le Parlement a décidé de faire venir plein d'experts pour nourrir sa réflexion. Moi, je ne veux pas quelque chose de brutal en disant « ce sera comme ça et pas autrement, moi je sais et vous, vous ne savez pas », mais au contraire, entouré de la société civile, d'experts évidemment numériques, mais pas que, aussi protection de la jeunesse, des personnes qui travaillent avec les jeunes, des parents, pouvoir avoir ce grand débat démocratique sur une question qui est une question fondamentale. Vraiment, qui n'est pas de dire il ne faut plus de réseaux sociaux, mais il faut à un moment donné qu'ils prennent leurs responsabilités par rapport aux dégâts aussi qu'ils occasionnent. Je terminerai en disant, je l'ai vu je suis l'auteur d'une proposition de loi et d'une loi maintenant en Belgique qui est vraiment une première sur le revenge porn, la transmission de vidéos ou de photos à caractère intime sans le consentement de la personne, et donc pour se venger, par exemple, d'une relation qui est terminée, hop, on balance une photo, ça détruit une vie, parce que c'est partagé, repartagé, etc. Et donc, on a mis en place une législation, et donc, dire, avec le numérique, on ne sait rien faire, et tant pis, c'est comme ça, et voilà, c'est maintenant, c'est l'ère du temps, c'est comme ça que ça se passe. Moi, je ne suis pas d'accord. L'ère du temps, il est évidemment très important. C'est comme ça facilite notre vie numérique et que ça nous permet aussi d'être connectés, de rester en lien avec d'autres personnes. Mais il faut pouvoir réguler ce numérique et pouvoir qu'il soit respectueux des libertés fondamentales et du respect de la vie privée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci pour votre présence et je pense que c'est une parfaite transition avec notre table ronde. Alors, on va se lancer dans la table ronde. Je vais vite représenter. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter. Docteur Sophie Mas, qui est pédopsychiatre et thérapeute. Emma Besson, qui va représenter la ministre Vanessa Mats, qu'on vient d'entendre dans le débat. Madeleine Guyot, qui est directrice générale de la Ligue des familles. Antoine Delforge, qui est chercheur associé à l'UNAMUR, et Gwenaëlle Mercier, qui représente, donc, comme je vous le disais, Dot Europe, donc toutes les plateformes que vous avez tous et toutes sur votre téléphone. Alors, on l'a entendu, une des pistes qui est évoquée depuis quelques années pour protéger les jeunes des dangers des réseaux sociaux, c'est celle de l'interdiction en dessous d'un certain âge. Alors, je vous propose de commencer en écoutant un court micro-trottoir sur cette question de l'interdiction. Pour ou contre interdire TikTok aux moins de 15 ans? Pour. Je pense que c'est plutôt une bonne idée. Pour. C'est un peu tard en vrai, 15 ans. Je suis pour. Contre. Pour. Ça nuit plus que ça n'apporte. Je pense que c'est quand même nocif pour la santé mentale. Forcément, on sait pas qui a derrière les comptes TikTok. Il n'y a pas de limite à 15 ans dans un âge où on ne décide pas spécialement pour soi-même. On peut en fait être face à des dangers sur Internet et surtout sur les réseaux comme TikTok où ça va très 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 vite. On peut tomber sur des trucs qu'on ne devrait pas voir avant 15 ans. Nous, on a vécu avec l'interdiction vers les 13-14 ans et je pense que d'interdire quelque chose, parce qu'il y a des dérives, il faut légiférer sur ces questions-là, mais il faut aussi le faire dans un bon encadrement et il y a des gens qui s'informent sur TikTok, surtout les nouvelles générations. Il y a des trucs de ouf qui circulent sur les réseaux. Celle qui a été poignardée aux États-Unis là. Enfin sur TikTok, on pouvait voir les extraits où elle se fait poignarder et à 15 ans voir ça, c'est pas possible. J'ai une limite de temps et parce que maintenant j'ai pris conscience des dangers. Vu qu'à 15 ans on n'a pas forcément conscience de ce danger-là et que ça peut nous nuire, je pense que c'est bien d'interdire un peu ça pour qu'après ils comprennent que c'est pas ça la vie quoi. Interdire c'est peut-être pas la bonne solution, mais éduquer les jeunes. Que les profs ils utilisent TikTok, ChatGPT pour leur montrer à quel point ça sert à rien. Voilà, c'était un premier aperçu. Alors, Emma, je vais me tourner vers vous pour rappeler ce que la ministre vient de dire. Donc, la ministre vient de lancer aussi un débat en impliquant la société civile, ce qui est important de pouvoir entendre l'avis de tout le monde et surtout des personnes au contact des jeunes dans ce débat. Donc, la ministre a l'air de plutôt se diriger vers une interdiction en deçà d'un certain âge, mais sans encore de réelle idée de cet âge précis. C'est ce qui est retenu aussi par la France, c'est ce qui a aussi été convenu dans une déclaration récente, la déclaration Jutland, mais aussi dans le dernier rapport du Parlement européen. Donc c'est un peu dans cette direction-là qu'on va. Est-ce que vous pouvez on a entendu évidemment la ministre, mais nous résumer pourquoi vous êtes favorable à cette interdiction et donc
quels outils utiliser. Si j'ai bien compris, c'est celui de l'authentification, mais peut-être encore quelques mots là-dessus. Donc oui, merci. Je vais revenir donc sur ce que la ministre vient de dire en contextualisant un petit peu. Donc c'est en effet une question qu'on se pose aujourd'hui en Belgique, mais cette question elle est posée ailleurs, et d'ailleurs pas qu'en Europe, puisque parmi les premiers pays à s'être posé la question, on compte aussi l'Australie et un certain nombre d'États américains. Donc c'est vraiment un débat qui vit beaucoup et qui parle en fait. Donc, avant même de venir à une interdiction, il y a déjà des constats qui ont été posés, qui ont été déjà partagés à nombreuses reprises aujourd'hui sur le contenu auquel sont exposés les jeunes sur les réseaux sociaux. Et là, on pense aux jeunes qui n'ont pas l'âge d'être sur les réseaux sociaux, mais aussi aux jeunes qui ont l'âge d'avoir les réseaux sociaux et qui ne sont pas pour autant épargnés également par ce type de contenu. C'est des conclusions qui ont déjà été portées à la connaissance du grand public avec de très nombreux rapports qui s'accumulent aujourd'hui et qui viennent pas seulement du politique, mais aussi d'associations, aussi de médecins qui nous lancent des cris d'alarme. Et donc, face à ça, en effet, il y a un besoin d'agir en tant que pouvoir public. C'est des actions qui ont déjà été prises ces dernières années, où la ministre parlait très justement de la responsabilisation des plateformes. En ce sens, on a tout un package européen qui réglemente déjà les obligations des plateformes et qui doit encore aboutir à des changements plus concrets que ce qu'on voit déjà. Donc en fait, on a déjà des outils, notamment sur tout ce qui est contenu, modération, transparence des algorithmes, et on attend encore pleinement que ces outils-là nous donnent les résultats concrets, et c'est à ce titre notamment que la ministre mentionnait des enquêtes en cours qui doivent encore aboutir à des résultats. Mais on voit déjà que sur certains aspects, les outils qu'on a sont peut-être pas extrêmement complets, notamment sur cette question-là de quelle limite d'âge on fixe et comment on la vérifie. Et donc, pour ça, on ne peut pas compter sur ce qu'on a déjà, on doit venir aussi avec des idées nouvelles. Et une des premières questions qu'on s'est posées, c'est qui doit répondre en fait à ce besoin? Est-ce que c'est aux plateformes de venir avec des outils, de venir avec des propositions, comme par exemple, on pense aux comptes qui sont adaptés pour les adolescents, comme en effet les outils d'IA pour estimer l'âge de la personne, ou est-ce que c'est à nous de venir avec des propositions qui aussi garantissent un certain nombre de choses, comme le respect de la vie privée, comme la liberté d'expression, également une certaine souveraineté sur les outils numériques qu'on déploie. Et c'est plutôt vers ça, en tout cas en Europe, qu'on se dirige actuellement, et c'est ce débat-là qu'on a lancé au Parlement. Donc je ne vais pas répondre à toutes les questions qu'on pose au Parlement, puisque l'idée est justement d'avoir ce débat-là de la manière la plus démocratique et transparente possible. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers vous, Sophie Mas. Donc, on sait que les chiffres propres à la Belgique et à la France sur la santé mentale des jeunes sont alarmants. Selon les études, on a depuis le Covid de 25 à 50% de troubles anxieux et dépressifs chez les 13-25 ans, selon les grilles diagnostiques qui sont utilisées, des plus alarmantes aux plus optimistes, mais néanmoins, on est quand même entre 25 et 50%. Dans notre enquête, on voyait par exemple que 37% se déclarent anxieux aussi quand on ne reçoit pas de message ou de notification pendant un certain moment. Vous, dans votre pratique, comment vous percevez l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes? Est-ce que vous pensez qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a un impact réel et concret de l'utilisation des réseaux sociaux sur la santé mentale des jeunes? Alors oui, très clairement. Maintenant, pour déterminer quelle est la part qui appartient aux réseaux sociaux par rapport au reste des facteurs qui sont extrêmement anxiogènes et qui sont délétères pour notre santé mentale, pas que celle des jeunes, ça c'est extrêmement difficile à déterminer, puisque on est dans un mouvement civilisationnel et sociétal qui est extrêmement particulier. Et j'ai envie de dire que les réseaux sociaux et les nouvelles technologies ne sont là que pour amplifier encore le phénomène. Et le rendre de plus en plus délétère. Mais je pense, enfin, c'est très difficile de dire quelle est la part des choses. Je pense que c'est vraiment un environnement politique, économique, sociétal, environnemental et numérique qui est délétère pour la santé mentale aujourd'hui. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose dont les jeunes vont parler directement comme l'identifiant comme quelque chose qui impacte leur santé mentale. C'est plutôt à prendre dans un tout. Alors, ça dépend de l'âge des jeunes. Je dirais que effectivement, les moins de 15-16 ans peuvent être très impactés effectivement par ce qu'ils rencontrent et ce qu'ils vivent et ce qu'ils endurent sur les réseaux sociaux ou à travers les réseaux sociaux. Chez les plus âgés, la question d'un projet de vie se pose plus.
ils gagnent en autonomie, ils gagnent en esprit critique, ils gagnent en préoccupation par rapport à l'avenir de l'humanité, j'ai envie de dire. Et là, effectivement, l'impact des réseaux sociaux est moindre. Par contre, l'impact d'autres phénomènes tels que la problématique environnementale, climatique, politique, martiale est beaucoup plus préoccupante pour eux. Est-ce que vous pourriez identifier aussi, j'ai posé la question aux jeunes tout à l'heure, est-ce que vous identifiez aussi des bénéfices de l'utilisation des réseaux sociaux, des avantages chez les jeunes que vous voyez notamment? Alors clairement, oui. Ce sont des lieux où les jeunes peuvent enfin s'exprimer. On ne leur donne pas souvent la parole à nos jeunes dans la société. Donc effectivement, ils bénéficient de cet aspect qui se retrouve dans les réseaux sociaux où finalement la parole de quiconque est au même degré d'importance. Et donc on voit effectivement que la parole le débat du café a autant d'importance que le positionnement d'un expert, mais ça permet aussi aux jeunes d'avoir finalement une tribune où ils ont librement accès, où ils peuvent enfin s'exprimer, où leur parole peut éventuellement être entendue et avoir un impact, notamment au travers des influenceurs. Je pense que ça répond effectivement à un manque au niveau sociétal par rapport à un lieu d'expression dévolu aux jeunes. C'est un espace de créativité également. Ils peuvent déployer, et je suis impressionnée de voir effectivement que près de 60% des jeunes peuvent effectivement participer à la création de jeux, créer des espaces numériques. C'est assez extraordinaire parce qu'effectivement, ils se saisissent de ces outils numériques, ils les maîtrisent beaucoup mieux finalement que la génération précédente. Et là, je pense qu'il faut faire attention à ce que les plateformes, effectivement, ne s'approprient pas le travail de développement de ces jeunes. Euh, et finalement, marchandiser quelque chose qui leur appartient. Je trouve qu'il faudrait aussi avoir des droits de propriété finalement sur tous ces jeunes, tous ces jeux ou toutes ces interfaces qu'ils participent à construire. Ça fait un peu écho à ce que Nathanaël disait tout à l'heure, hein, je pense, sur cet espace d'expression et de créativité. Je trouve ça effectivement un point très important. Mais je me tourne vers le secteur, justement, parce qu'on en parle. De votre côté, Gwenaëlle, vous êtes plutôt opposé à une interdiction des réseaux sociaux en dessous d'un certain âge. J'aimerais bien comprendre pour quelles raisons vous vous y opposez. Je sais que vous invoquez notamment le droit des jeunes de s'informer, un peu les arguments qu'on a entendus ici, de s'informer, de participer aux questions qui les concernent. Est-ce que vous... Donc, en parallèle, on sait, on l'a vu, il y a des enquêtes qui ont été ouvertes contre TikTok, contre Meta, notamment sur base des règles européennes, mais aussi une enquête pénale en France, on en a parlé. Est-ce que vous pensez du coup que le cadre juridique actuel est suffisant pour protéger correctement les jeunes? Merci beaucoup. Et alors, pour nous, une interdiction complète, sans nuance, et qui ne serait pas basée sur le risque, serait un aveu d'échec par rapport à toutes les politiques publiques au niveau européen, mais aussi national, qu'on a évoquées plus tôt. Donc, on l'a déjà répété plusieurs fois, mais le niveau européen a légiféré lors du dernier mandat au sujet de plus de responsabilisation des plateformes. On est loin du Far West numérique comme l'avait été décrit lors du précédent mandat. En ce moment, les plateformes ont beaucoup plus de responsabilités envers leurs utilisateurs. Elles leur donnent plus de moyens, elles doivent leur donner plus de moyens de pouvoir contrôler ce qu'ils et elles voient en ligne et aussi de comprendre plus facilement comment leurs contenus leur sont présentés et pourquoi. Donc, ce serait réellement un aveu d'échec d'interdire purement et simplement les réseaux sociaux pour cette raison, mais aussi, et surtout parce que nous avons à présent beaucoup de mesures non pas de rétorsion, mais d'application des lois qui sont à la disposition des gouvernements nationaux.
pour faire respecter ces lois. Donc, arriver avec de nouvelles mesures alors que les lois viennent seulement d'être passées, viennent d'entrer en application, nous paraît vraiment très prématuré. On parlait de la protection des mineurs en ligne dans le cadre du DSA, du règlement sur les services numériques. La Commission vient seulement d'adopter les lignes directrices sur la protection des mineurs. Elles sont passées en juillet 2025 de cette année. Donc, il est vraiment trop prématuré pour nous d'explorer d'autres mesures. On a aussi mentionné l'Australie juste maintenant. L'Australie, en effet, a adopté une interdiction des plateformes avant l'âge de 16 ans. Cette interdiction rentrera en application en décembre de cette année et c'est le choix de l'Australie, bien sûr, et de ses représentants élus. Mais il y a encore beaucoup de flou sur comment les entreprises sont censées respecter cette interdiction. Donc, on voit qu'il y a encore besoin de beaucoup de lignes directrices à ce sujet. Après, même si on est opposé à une interdiction pure et simple, on n'est pas non plus opposé à plus de garde-fous en utilisant les moyens que nous avons actuellement. Et aussi, nous encourageons, depuis le début, à vrai dire, du DSA, de donner plus de moyens aux autorités nationales et européennes pour pouvoir faire appliquer ces lois, parce qu'on sait que le meilleur des résultats, ce sera des plateformes qui sont toujours plus safe pour les utilisateurs, et pas forcément des amendes. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est opposé à cette interdiction. Et je ne vais pas paraphraser ce qui a déjà été dit sur le positif, tout le positif qui vient des plateformes. Ouais. Aussi là-dessus, justement, parce qu'on parle beaucoup de l'utilisation des réseaux sociaux pour s'informer, et on l'a vu, 99% des gens, des jeunes dans notre enquête utilisent les réseaux sociaux pour s'informer. Mais en parallèle, on a une étude récente de Science Feedback qui vient de paraître, qui montre que les réseaux sociaux sont aussi un lieu de désinformation terrible. Qu'un post sur 5 sur TikTok contient des informations fausses ou trompeuses. Alors est-ce que c'est tellement une bonne idée de s'informer sur les réseaux sociaux ? Alors je pense que, et je crois que la ministre l'a dit aussi, il y a du bon et du moins bon mais, sur les réseaux sociaux, mais c'est comme partout. On peut aussi prendre la question des médias en ligne ou des médias traditionnels. Après, les jeunes, on l'a vu dans l'étude d'ailleurs, dans le rapport, les jeunes se sentent bien équipés pour repérer la désinformation, que ce soit du faux contenu ou des images modifiées. Donc on peut aussi, je pense, leur faire confiance. Et après, pour revenir aussi à la législation qu'on a déjà en place, il y a pas mal d'outils à la disposition des législateurs pour faire en sorte qu'il y ait plus de transparence sur ce qui est proposé en ligne et aussi sur les contenus qui sont modifiés ou les fake news. Donc voilà, je ne vais pas citer le nom exact des lois, mais voilà, on a déjà pas mal d'outils là-dessus. Ok, merci Gwenaëlle. Alors je voudrais qu'on écoute rapidement, qu'on regarde rapidement une petite vidéo qui montre le point de vue du gouvernement français sur cette interdiction. On laisse nos enfants de 10, 11, 12 ans se balader dans le noir, sans lumière, dans la rue, sans supervision. Au premier croisement, ils rencontrent quoi ? Un pédophile. Au deuxième, une horde d'ingénieurs du chaos numérique russe qui va leur faire croire n'importe quoi. Et ça peut faire sourire. Ouais. Mais en France, il y a des études qui montrent qu'il y a 1 enfant sur 5 qui pense que les pyramides ont été construites par des extraterrestres. C'est à quel point on peut manipuler l'information avec ces canaux très puissants et la façon dont ils sont utilisés. Et puis, bien sûr, pire, à la rue suivante, il y a certainement quelqu'un qui est en train de leur expliquer comment se scarifier ou pire, faire un nœud coulant pour se suicider. Ouais. Et vous savez quoi ? Pour toutes les personnes qui nous écoutent, quand votre fille de 13 ans, ce soir, elle va aller se coucher et qu'elle va garder son téléphone portable, c'est exactement ce à quoi elle va être confrontée. Alors, comment on fait société si on laisse ça ? Ouais. Et c'est pour ça qu'on s'est autant battu sur la question de la protection des enfants en ligne, parce que c'est eux, une interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans, que le président de la République porte cette mesure. Je sais qu'elle est forte, je sais qu'elle peut interroger, je sais qu'on va se dire, d'ailleurs je ne sais pas qui est contre, est-ce qu'il y a des gens ici qui sont contre l'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans ?
Je ne crois pas. En levant la main. Mais il reste un certain nombre de personnes. Je préserve, enfin en tout cas, je reste prudente parce que on est systématiquement sur des solutions punitives. Et ça ne va pas. Mais est-ce que la protection d'un mineur de moins de 15 ans, c'est de la punition? Karim Rissouli, on n'a aucun récit national sur la question. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Alors voilà, on entend la position du gouvernement français qui est tranchée sur la question. Je voudrais vous entendre, Antoine Delforge, sur est-ce qu'on peut aussi, d'un point de vue juridique, interdire tout et n'importe quoi pour protéger les mineurs? Est-ce qu'il n'y a pas des conditions auxquelles une interdiction auxquelles elle devrait répondre pour pouvoir se justifier? Mais pour répondre à ce genre de questions, il y a deux questions déjà quand on dit qu'il faut interdire les réseaux sociaux. Et souvent, quand on écoute les raisons qui justifieraient une interdiction des réseaux sociaux, souvent c'est parce que le contenu n'est pas approprié. Je comprends qu'il y a des contenus qui sont appropriés à 13 ans, à 15 ans, à 16 ans, à 18 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. Il y a des contenus qui sont inappropriés pour tout le monde. Et souvent ici, on va dire on interdit parce qu'il est inapproprié pour certains publics, alors qu'il serait tout aussi inapproprié pour des enfants de 15 ans. Quand on entend les trends TikTok, à 15 ans, ils ne disparaissent pas. Et il y a aussi un risque de manipulation, de mauvaises informations et de tout ça. Donc tout ça évolue aussi. Et c'est sur le long terme. Et donc je trouve que c'est une forme, en partie, de cacher un peu le problème en disant au moins avant 15 ans, ils ne verront pas tout ça. Et après, ils se débrouilleront, sachant qu'en effet, il y a toute une législation sur le contenu qui est normalement interdit déjà tout ça. Normalement, tout ce qu'on a discuté depuis ce matin, une grosse majorité, voire quasiment tout, devrait être interdit de près ou de loin. Le problème, c'est qu'ils les règlements sont relativement clairs sur les sujets. La problématique, c'est qu'il n'y a pas de moyens ou de volonté de contrôler tout ça. On ne donne pas, l'État, ici en l'occurrence, ne donne pas assez de moyens pour dire allez taper sur les régulés, donc sur les plateformes en ligne, en disant on ne les sanctionne pas, ou tout simplement on ne leur rappelle pas les problèmes, on ne leur fait pas remonter les problèmes parfois qui peuvent passer à travers la raquette aussi. Donc ça, c'est sur le contenu lui-même. Ensuite, une fois qu'on a dit ça et qu'on dit il y a peut-être des cas où même si le contenu était approprié, il y a des problèmes de dépendance, donc quelque chose de plus systémique. C'est pas le contenu qui est problématique, c'est le fait que il y a une accoutumance à des choses ainsi, que donc plutôt d'un point de vue global, il y a un problème sur le fait qu'ils y aillent trop et pas sur ce qu'ils y voient. Ça, je pense qu'il faut faire un débat différent. Et alors, une fois qu'on a dit ça, quand il y a une interdiction, en droit, c'est une règle assez logique, qui est quand on vous retire une liberté, ici la liberté de s'informer, une liberté d'expression, il faut que ce soit justifié. Donc il faut qu'on nous explique pourquoi il faut interdire et pas faire autre chose. Donc en gros, on n'a pas le choix d'interdire parce que le reste ne fonctionne pas. Donc il y a cette idée c'est justifié et de proportionnalité. Il faut que ce soit. Donc on n'interdit pas tout quand il suffirait de mettre une mesure qui serait moins radicale entre guillemets. Donc si on arrive à me prouver, et moi je ne suis pas contre l'idée, je ne suis pas pédopsychiatre, je n'ai pas toutes les études. Si on me dit c'est la seule manière de faire parce qu'il y a ça comme risque et on a essayé tout le reste, soit. Mais il faut avoir cette finesse d'analyse un minimum avant de se dire on va interdire tout parce que vous voyez bien qu'à 15 ans, à 13 ans, on voit tout et n'importe quoi. Mais le problème, c'est pas qu'il voit n'importe quoi, c'est qu'il y ait n'importe quoi déjà. Effectivement. Alors, Madeleine Guyot, je voudrais vous entendre de votre côté parce qu'on sait que du côté de la Ligue des familles, si je ne me trompe pas, vous trouvez que c'est déjà compliqué, et puis nos chiffres le montrent, de faire respecter une interdiction des réseaux sociaux en dessous de 13 ans. Et vous pensez peut-être qu'en augmentant en fait l'âge, on va simplement rendre les choses encore plus compliquées, ou peut-être susciter une envie de contourner la règle. Et si je ne me trompe pas, vous insistez plutôt sur cet aspect préventif qui rejoint un peu ce que la deuxième intervenante disait peut-être dans la vidéo, de sortir du punitif, d'être dans le préventif. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'infos sur la position de la Ligue des familles? Oui, avec plaisir. Bon, d'abord, bonjour à tous et à toutes. Et je salue l'initiative ici de vraiment mettre les jeunes au centre de votre analyse. Et leur présence ici est vraiment essentielle. Je pense, comme l'a dit Sophie Mas, c'est eux vous êtes les experts et les experts de la question. Et j'espère sincèrement que vous serez de plus en plus associés à ce qui pourrait être mis en place par rapport à toutes ces questions de régulation des réseaux sociaux. Alors, au niveau de la Ligue des familles, donc juste en 2 mots, comme ça vous le savez, il n'y a pas de parents dans la salle, mais la Ligue des familles défend les droits et les intérêts des parents.
évidemment, elle est préoccupée par la manière avec laquelle les parents ont les moyens d'éduquer leurs enfants, comment rendre un climat à la maison serein et chouette pour tout le monde, pour que autant les parents puissent être parents en ayant tous les moyens disponibles pour pouvoir le faire, tout en étant préoccupés sur la manière avec laquelle les enfants peuvent vivre dans un environnement qui les protège, tout en les amenant à prendre leur autonomie, puisque le rôle d'un parent, c'est bien d'amener les enfants à être autonomes. Alors, au niveau de la Ligue des familles, c'est pas qu'on est contre l'interdiction. Je pense que l'interdiction en soi, elle a quand même un intérêt, mais uniquement si elle respecte certaines règles ou si elle a des objectifs peut-être plus précis, comme M. Delforge l'a dit. Donc, en gros, il y a déjà une préoccupation majeure par rapport à l'interdiction de manière générale, c'est que toute interdiction doit aussi pouvoir suivre les évolutions technologiques. Elles sont extrêmement rapides dans le domaine qui est ici. Donc, si une règle est mise en place, elle doit pouvoir assez rapidement être évaluée pour voir si elle a encore du sens dans son application. La deuxième, c'est, et on l'a dit ici, c'est la question du sens de cette interdiction. Et s'il y a une interdiction à l'égard des jeunes pour les réseaux sociaux, il faut alors au moins, d'une manière ou d'une autre, pouvoir donner les moyens à ceux qui vont devoir appliquer cette interdiction ou ceux qui vont devoir, d'une manière ou d'une autre, l'expliquer dans leur quotidien, d'avoir les différents éléments, les arguments pour pouvoir expliquer aux jeunes pourquoi il y a cette interdiction. Il n'y a pas une seule règle qui est respectée par les jeunes à partir du moment où elle n'est pas comprise. Alors enfin, il y a aussi le fait de cette interdiction ici qui serait pour les jeunes, pour les réseaux sociaux, mais il faut aussi réguler tout le reste. Vous avez abordé la question des fake news. Il y a aussi tout un travail qui doit être fait en dehors de la question de l'usage des jeunes dans les réseaux sociaux. Donc, il y a aussi un autre domaine de régulation, ou en tout cas de logique de transparence qui doivent être réalisées. On sait aussi qu'il n'y a pas que les fake news, mais il y a aussi tous les médias visuels et audiovisuels qui vont pouvoir exploiter d'une manière ou d'une autre l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui réfléchissent à cette question pour, d'une manière ou d'une autre, pouvoir indiquer quand une image est réalisée par l'intelligence artificielle. En tout cas, il y a des pistes qui sont là. Ce que je souhaitais dire aussi, c'est que... attendez, je ne vois plus. Ah oui. L'interdiction, oui, si on continue à faire des actes forts, pour les responsables politiques, je suis ravie d'entendre que Madame Matz a réalisé une plainte, comme elle l'a expliqué pour le Skinny Talk. Je pense que là, on est dans un acte fort qui indique aussi que l'État doit prendre ses responsabilités. C'est aussi le rôle de l'État de montrer aux enfants qu'ils se préoccupent de leur protection. Mais enfin, pour moi, le dernier élément important pour nous, c'est une interdiction, c'est effectivement de bien mettre le paquet sur la prévention et sur la vie réelle. Alors, je m'explique. Je ne vais pas être très très longue, mais la prévention, c'est quoi? En fait, c'est comment est-ce qu'on outille les parents, comment est-ce qu'on outille les enfants, comment est-ce qu'on s'éduque en fait par rapport à ces réseaux sociaux. Donc, effectivement, à la Ligue des familles, on a ce qu'on appelle des séances qu'on appelle webéthiques en collaboration avec Child Focus, qui permet aux parents d'accéder à des explications pédagogiques pour que les parents puissent comprendre en fait c'est quoi TikTok, c'est quoi Snapchat, qu'est-ce qui n'est pas un réseau social, qu'est-ce qui est un réseau social, qu'est-ce que c'est les fake news, comment en parler avec ses enfants. Donc, en réalité, l'interdiction ne pose pas de problème à partir du moment où on donne tous les autres moyens disponibles pour tout ce qui est éducation et le fait d'outiller les parents. Un récit national. Pardon ? Un récit national. Un récit national. Mais c'est aussi donner les moyens aux parents de pouvoir oser en parler au sein de l'environnement familial. En fait, c'est comme si on était tous un petit peu amnésiques par rapport aux réseaux sociaux, dans le sens où, en fait, c'est un média comme un autre. On a vu l'évolution des médias, on a la télé, on a eu la radio, on a les journaux, on a la presse, maintenant on a les réseaux sociaux. On n'est qu'une génération qui est depuis quelques temps maintenant, qui est née déjà avec le smartphone. Ce n'est pas ma génération. Et donc moi, je suis déjà d'ailleurs un peu dépassée. Et donc, je pense qu'on doit pouvoir donner les moyens aux parents de pouvoir en parler. Alors, il y a une vieille personnalité qui s'appelle Boris Cyrulnik, qui est pédopsychiatre aussi, je regarde Madame Mass, et qui a toujours dit, en fait, les médias, l'important, c'est la triangulation. Donc, quand on met, je vais prendre autre chose que les réseaux sociaux, quand on met son enfant devant Harry Potter, et qui n'a pas encore l'âge de voir Harry Potter, parce que ça peut être quand même franchement flippant, il faut, d'une manière ou d'une autre, se poster à côté de son enfant, soit de regarder le film avec lui pour pouvoir répondre à toutes les questions qu'il se pose, soit de pouvoir en parler après avec lui pour pouvoir débriefer sur ce qu'il a vu, ce qu'il a mis en difficulté. Et c'est comme si avec les réseaux sociaux, on avait oublié ça.
Mais c'est la même chose en fait. Donc les parents doivent pouvoir, d'une manière ou d'une autre, inviter les enfants à parler des réseaux sociaux, mais pas uniquement en termes coercitifs. C'est simplement aussi, par exemple, demander à ces enfants d'expliquer la raison si essentielle qu'il y a à aller sur Snapchat. Explique-moi Snapchat, pourquoi est-ce que c'est si important pour toi? Ah oui, parce que ça fait communauté, parce que ça fait réseau, parce que... C'est simplement, à partir du moment où il y a du dialogue, ça paraît un peu simple, mais c'est pourtant une simple recette, enfin c'est une vraie recette, elle permet de se mettre d'accord. Et l'éducation, c'est se mettre d'accord avec ses enfants sur des règles et négocier ces règles. Et puis, je termine sur l'aspect plus réalité. On parle de problématiques de santé mentale. La première des choses, c'est de mettre en place les moyens suffisants, financiers et nécessaires pour qu'il y ait des services de santé mentale qui soient accessibles pour que les jeunes ne doivent pas absolument à tout prix se réfugier dans les réseaux sociaux pour trouver un nouveau compagnon affectif, notamment via l'intelligence artificielle, mais plutôt de désirer et d'avoir la possibilité d'aller voir un vrai psychologue ou un vrai pédopsychologue. Voilà. Sacrée liste de pistes possibles. J'aimerais bien réentendre le point de vue. Ah, pardon, ce petit bug. J'aimerais bien réentendre le point de vue des élèves, notamment sur la question de savoir si vous êtes, vous, pour ou contre une interdiction. Peut-être qu'on peut juste commencer, si ça vous va, si ceux et celles qui sont pour, qui lèvent la main dans un premier temps. Qui est pour? Ok. 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6 et demi. Ok. Est-ce que tous les autres sont contre? Qui est contre? Donc, il y en a quelques-uns qui n'ont pas trop d'avis. Ok, c'est intéressant. Est-ce que quelqu'un est d'accord? On est à quoi? 3 quarts, 1 quart? Un truc comme pour ceux qui ne voient pas le public, oui, c'est ça? Oui. Doit être c'est à peu près ça? Oui. 3 quarts, 1 quart? Il y a aussi 1 quart d'indécis, je dirais. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous, je vais peut-être faire circuler un micro, je donne, et puis vous pouvez éventuellement, voilà, super, me dire si il ou elle est pour ou contre, et pourquoi. Kalina. Pour moi, je serais plutôt contre, mais je suis aussi pour, je suis entre les deux. Parce que je trouve que nous sommes une génération qui est déjà née dans les réseaux sociaux. Donc, l'interdiction serait peut-être vue comme une atteinte et comme une punition, étant donné que nous sommes déjà nés dans ça et dans Internet et toutes les avancées technologiques. Et je pense que ce serait bien d'interdire les réseaux sociaux pour un certain âge, du genre 12 ou 13 ans, parce qu'à partir de 12 ou 13 ans, on commence à avoir un esprit critique et on commence à construire cet esprit critique. On peut également construire avec les réseaux sociaux, avec tous les émissions qu'on voit, la prévention qu'il y a dans l'école. Donc voilà, et je serais aussi pour mettre des limitations de contenu pour les moins de 16 ou 15 ans, je sais pas, entre 15 et 16 ans, mais pas pour l'interdiction de 15 ou 16 ans, parce que je trouve ça important d'être sur les réseaux pour pouvoir voir des choses positives aussi, parce qu'il y a plein d'aspects positifs, voir aussi des aspects négatifs, pour nous donner une idée de tout ce qui se passe et pour cela aussi c'est... Donc tu distingues, si je peux... Est-ce qu'on entend bien Kalina avec ce micro ou pas? Vous avez bien entendu? Ok. Donc tu distingues une interdiction à l'âge de 13 ans environ, en dessous de 13 ans, et puis après 13 ans, tu estimes qu'il faut restreindre le contenu jusqu'à environ 15 ou 16 ans. C'est ça? J'ai bien résumé ce que tu voulais dire? Ok, super, merci, c'est très intéressant. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Juste peut-être mentionner votre prénom. Gilles. Et du coup, moi je pense que c'est pas bien d'interdire quelque chose comme ça parce qu'on sait que on va du coup il y aura toujours des personnes qui vont essayer d'enfreindre la règle. Et moi je pense qu'en interdisant quelque chose, ça va jamais mener à quelque part. Et au contraire, justement, la plupart du temps, quand on s'interdit quelque chose, on va essayer de l'enfreindre parce qu'on va juste vouloir se mettre contre cette décision. Et du coup, je pense que ça servirait à rien et qu'on devrait plutôt éduquer
responsabiliser les jeunes à utiliser bien les réseaux sociaux au lieu de vraiment leur dire non, ne le faites juste pas. Enfin, juste, il n'y a pas d'explication à ça et les jeunes ne vont pas comprendre. Donc moi, je pense que c'est inutile de faire ça. Merci, super intéressant aussi. Donc si on impose une interdiction comme ça, on va essayer de la contourner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pour, qui veut défendre pourquoi il est pour l'interdiction? Ici, je vois quelqu'un. Nathanaël, tu es pour? Après, on peut repasser à quelqu'un, c'était pour contrebalancer, parce qu'on a eu 2 contre. Je suis pour, à moins que les plateformes décident maintenant de mieux réguler leur contenu, parce qu'aujourd'hui, sur les plateformes, on peut avoir des contenus à caractère raciste, sexiste, même parfois pornographique, et ça, c'est vraiment grave. Donc je pense que si on pouvait peut-être interdire aux alentours de 15-16 ans, où je trouve qu'on a vraiment un esprit critique, et on peut aussi se dire « Ah ok, ce que je vois là, c'est pas forcément la vérité, ce que je pourrais checker d'autre part », ça peut être intéressant, mais alors, comme l'avait dit Madame la Ministre, il faut trouver un moyen vraiment que ce soit pas juste une interdiction, mais qu'il y ait vraiment des moyens de vérifier. Un outil vraiment pour t'authentifier, pour qu'on puisse vérifier vraiment l'âge que tu as. Ok, merci. Mais par rapport aux nouvelles interdiction, je trouve ça génial comme idée, mais ça paraît un peu irréalisable parce que même maintenant, on a certaines limites. Par exemple, sur Instagram, on peut aller sur un compte enfant. Je pense que c'est en moins de 16 ans, mais on trouve pas toujours des moyens, comme le type a dit, de contourner ça, enfin, pour soit. On trouvera toujours des moyens de contourner ça si vraiment on veut être sur les réseaux sociaux. Et du coup, comme je l'ai déjà dit, nous sommes déjà dans les réseaux sociaux, on est une génération qui a déjà connu ça et qui est déjà dedans, donc ça paraît un petit peu irréalisable, mais c'est une très bonne idée. Ok, merci Kalina. Est-ce que quelqu'un veut... Oui, il y avait encore Ricardo? Moi, je trouve que je suis plus ou moins d'accord avec Kalina, mais juste de l'inviter de l'année qui est 14 ans de l'utilisateur, pour moi, les 14 ans, parce que c'est plus ou moins c'est l'âge-là qu'on a passé dans la période d'adolescence, on rentre vraiment dans l'adolescence, et donc on commence à se concentrer l'esprit critique. Et les réseaux sociaux peuvent être un moyen pour se faire propre l'esprit critique. Mais aussi, il faut vraiment essayer de manière très efficace pour gérer la gestion de l'âge sur les réseaux. Et du coup, je voulais vous demander si, parce que vous avez dit par exemple comme pour Xmi, mais du coup pour les jeunes, comment vous pourriez certifier qu'on est des jeunes, parce que par exemple il y a certains sites qui ont la carte d'identité, et du coup ça peut vous dévoiler des informations très personnelles, et donc je me demandais comment est-ce que vous feriez pour négliger ça. Oui, volontiers. Donc, en effet, on a aujourd'hui en Belgique des moyens qui permettent de se connecter de manière en authentifiant son identité. C'est des moyens qu'utilisent vos parents probablement tous les jours pour aller sur leurs applications bancaires ou sur certains sites de services publics au niveau fédéral. L'application qui est la plus connue et qu'on cite parfois parce que justement les gens la connaissent est It's Me, mais il faut savoir aussi qu'au niveau européen, et c'est aussi pour ça que le débat de la vérification de l'âge avance aussi vite, on a une obligation dans chaque État de développer un portefeuille digital. C'est une application qui permettra de regrouper vos différents documents d'identité et que ces documents-là aient la même valeur qu'ils soient en électronique ou en physique. Donc, vous vous faites contrôler par la police en voiture, votre permis de conduire papier aura la même valeur que si vous le montrez sur cette application. C'est grosso modo l'idée. Et une des fonctionnalités que doit contenir cette application, c'est le fait de pouvoir dire si la personne a plus ou moins de 18 ans. C'est quelque chose qui est déjà prévu et donc que les États vont déjà devoir faire. La question qui est aujourd'hui soumise à débat au niveau technique européen sur cette question, c'est est-ce qu'on pourrait utiliser ce même système, non pas pour dire plus ou moins 18, mais pour dire plus ou moins 13 ou plus ou moins 15, en fonction de l'âge qui serait fixé. Donc au niveau technique, on avance vite en Europe. On a des outils qui sont aussi plus en avance que dans d'autres pays. On parlait de l'Australie. L'Australie n'a pas ces outils-là. Nous, on les développe déjà et pas forcément uniquement pour cette problématique-là, mais de manière plus large. Donc, on peut déjà s'appuyer sur une certaine expertise
Et peut-être pour revenir très très vite sur la question de l'interdiction et du contournement. Donc, on n'est pas vraiment, nous, dans une optique d'interdire purement et simplement. On est vraiment dans une optique où les plateformes elles-mêmes, aujourd'hui, pour la plupart, disent qu'en dessous de 13 ans, elles considèrent que leur service n'est pas adapté à ce type de consommateurs, puisqu'on est quand même là-dessus sur un marché. Et nous, ce qu'on veut, c'est que cette limite soit fixée, elle soit vérifiée. Sinon, elle ne sert à rien. Cela ne dédouane pas du tout la responsabilité des plateformes ou la responsabilité des pouvoirs publics de faire tout ce travail de prévention, d'accompagnement des parents, des jeunes et de rendre l'environnement numérique plus sûr pour les jeunes qui ont l'âge d'y accéder. Donc, on ne fait pas un choix entre plusieurs méthodes. On ajoute juste une option supplémentaire parmi les méthodes qu'on utilise déjà ou qu'on déploie déjà. Est-ce que quelqu'un voulait encore réagir? Sinon, je vois une main là-bas. Peut-être encore, si vous pouvez passer le micro. Et si tu peux te présenter. Moi, je m'appelle Sacha et j'ai 13 ans. Du coup, je suis pour parce que... parle bien dans le micro, Sacha, pour qu'on t'entende, s'il te plaît. Rapproche-toi un peu. Du coup, je suis pour parce que... Je suis pour parce que... Moi, j'ai 13 ans et j'ai triché, par exemple, pour aller sur les réseaux sociaux quand j'avais 12 ans. Et du coup, je trouve que j'ai pas bien fait ça et qu'il faudrait pas que les autres fassent ça aussi. Tu regrettes de l'avoir fait? Parce que tu as vu des choses que tu aurais préféré pas voir? Ou si tu veux bien partager, pourquoi tu regrettes? C'est ça. Donc, tu aurais voulu être mieux protégé de ces contenus. Ouais, que ce soit plus difficile à contourner cette interdiction. Ok, super, merci beaucoup pour ton partage. Et je propose qu'on passe à la suite. Et c'est intéressant, justement, je voulais faire le lien avec ça. Donc, on rentre dans la deuxième partie de encadrer. Sophie Mas, moi, ce que je voudrais savoir, on a entendu ici de plusieurs personnes, s'il y a une interdiction, on a envie de la contourner ou ça nous encourage un peu à la contourner. Et en plus, on y arrive. On vient d'entendre Sacha. Est-ce que si on met en place une interdiction, ça va marcher si on n'a pas l'adhésion des jeunes à cette interdiction? Mais moi, j'ai envie de rebondir et de demander à main levée qui serait en faveur du développement de réseaux sociaux sans danger et sans interdiction? À main levée. Qui serait pour? Qui serait pour le développement de réseaux sociaux sans danger et sans interdiction? Parce que je pense, je vous remercie, là on a largement la majorité, je ne sais pas si... Est-ce qu'il y en a qui seraient contre lever la main? Il y en a 2. Alors, je pense que le problème, c'est le modèle économique de ces réseaux sociaux. Ce sont des réseaux sociaux, je vous remercie, mais ce sont des réseaux sociaux qui sont basés sur, d'une part, des contenus qui sont problématiques et d'autre part, une manière de les utiliser qui est problématique aussi. Ce sont des réseaux sociaux qui sont basés sur des algorithmes qui enferment dans des bulles. Ce sont des réseaux sociaux qui sont faits avec toute une série de techniques qui les rendent addictifs, où il s'agit effectivement, le fait de scroller, on sait que c'est quelque chose qui active le réseau de la récompense au niveau neurologique. On sait que le fait de devoir, par exemple, aller suffisamment sur un jeu que pour pouvoir progresser, c'est quelque chose qui est addictif. Ce sont des réseaux qui fonctionnent également sur le fait de générer une attente de réponse, une attente de messages, de notifications, etc. Enfin, ce sont toutes des techniques, en fait, qui tendent à augmenter le temps d'écran, parce que c'est le modèle économique, effectivement, de la majorité de ces jeux, de ces réseaux sociaux. C'est finalement de vous garder en ligne le plus longtemps possible. C'est un marché de l'attention. Et c'est ça qui pose problème. Et ce sont des outils numériques et technologiques qui sont extrêmement bien maîtrisés par les grandes plateformes. Ils en ont la maîtrise et donc ils pourraient tout à fait effectivement modifier les règles de jeu. Ils pourraient nous permettre de nettement mieux maîtriser les algorithmes qui nous
précise, je pense qu'on pourrait effectivement proposer aux jeunes d'être un peu plus en maîtrise et en contrôle de l'usage qu'ils font de ces réseaux sociaux, de telle sorte que le contenu et la manière de les utiliser, d'avoir la maîtrise de ce qu'on regarde, d'avoir la maîtrise du temps qu'on y passe, etc., leur soient rendus et permettent de faire en sorte que ces réseaux sociaux ne soient plus un danger pour nos jeunes. Je pense que c'est là que se trouve la question. Et quand on dit, ben, finalement, on ne les maîtrise pas, donc on va les interdire aux plus jeunes parce que ça peut être dangereux, j'ai envie d'inverser peut-être la question et de dire, ben, peut-être autorisons des réseaux sociaux éthiques. Mais ça veut dire qu'on doit compter sur les plateformes. Donc justement, on a parlé de les plateformes pourraient. Donc je pense qu'il y a quelques questions à adresser à Gwenaëlle ici. Mais je vais terminer parce Oui. que je pense que si l'interdit n'est pas imposé aux jeunes, mais que l'interdit est imposé aux plateformes, vous allez voir un marché se développer qui n'existe pas pour l'instant, mais un marché éthique. Ils vont trouver très très rapidement le moyen effectivement de proposer des produits qui sont nettement moins addictifs, qui vont peut-être être moins rentables, mais c'est ça, ou alors ne pas avoir accès à cette population qui les intéresse tellement. Et quand j'entends que ce n'est plus le Far West aujourd'hui, ça me fait bien rigoler. Quand j'entends que bah oui, mais on n'a pas la maîtrise des produits que nous mettons sur le marché, il faut nous laisser du temps pour développer les outils pour les maîtriser. Ah, il faut arrêter. C'est comme si en médecine, on balançait un produit dont on n'a pas la maîtrise et on demande le temps. Et en attendant, vous gérez les choses bon an, mal an. Je pense que je rejoins la préoccupation effectivement de la Ligue des familles. Pour l'instant, les familles et les jeunes sont seuls à devoir maîtriser des choses qui sont rendues dangereuses par les plateformes elles-mêmes. Et ça crée des tensions au niveau de la relation entre les jeunes et les parents. Et s'il y a bien quelque chose de nocif et dont on ne parle pas, c'est ça aussi, c'est la dégradation potentielle de la relation entre les jeunes et leurs parents, euh, alors qu'ils sont face à un environnement qui est potentiellement dangereux, où ce serait bien effectivement qu'ils puissent être accompagnés et qu'on puisse avoir un dialogue à ce sujet, et où finalement, parce qu'il y a des règles d'interdiction, bah, comme ils sont dans la transgression, ils vont d'autant moins aller trouver leurs parents quand ils sont face à des difficultés. Et je pense que ça, c'est un danger important en lien avec effectivement toute cette politique d'interdit. Je pense qu'effectivement, il ne s'agit pas d'interdire, mais il s'agit de former les parents, de former les jeunes, de former tout adulte finalement, pour qu'on puisse maîtriser au mieux ces réseaux sociaux, maîtriser ces algorithmes, arriver à éduquer finalement ces algorithmes, pouvoir avoir un moyen de dénoncer des situations, des contenus illicites, des prédateurs en ligne, mais de telle sorte qu'on ait une réponse par rapport à ces plateformes, parce que pour l'instant, quand vous leur envoyez un mail, quand vous essayez de les joindre, il n'y a pas de réponse. Je pense effectivement qu'il y a une responsabilisation à obtenir de la part des plateformes, mais aussi de développer tout un programme de formation. Alors c'est vrai que c'est coûteux, c'est vrai qu'il faut faire des économies, mais je pense que ça c'est absent dans le discours politique. Pour l'instant, on a un discours politique qui est centré sur le sécuritaire. J'aimerais bien un discours politique qui soit un petit peu centré sur le fait de former tant les jeunes que les adultes, et puis peut-être proposer des alternatives en termes d'activité aux jeunes. Je vois encore trop de cours de récréation totalement vides, où il n'y a rien à faire, et où finalement ça arrange bien peut-être le corps enseignant, les éducateurs, que les jeunes aient un smartphone en ligne pour pouvoir s'occuper. Peut-être qu'il faudrait effectivement réaménager les espaces publics pour permettre aux jeunes de s'occuper différemment qu'en ayant un smartphone, d'avoir de nouveau accès à la possibilité d'être en groupe, d'avoir de nouveau accès à l'espace public sans être pointé ou stigmatisé. Et ça, c'est aussi peut-être une réflexion politique et sociétale à avoir. Voilà, mais vous avez Emma juste à côté de vous qui a bien hoché de la tête. Gwenaëlle, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on peut faire confiance aujourd'hui Donc, on entend effectivement les plateformes ont la responsabilité de proposer des contenus appropriés. On a entendu M. Delforge dire tout à l'heure, mais en réalité, la plupart des choses dont on parle sont déjà interdites. Elles ne devraient pas s'y trouver. Donc,
On voit qu'il y a ces challenges qui restent beaucoup trop longtemps, qui devraient être retirés. On voit que les jeunes contournent l'interdiction. Donc, est-ce qu'on peut, justement, est-ce que les plateformes assument leurs responsabilités à ce niveau-là? Et à côté de ça, est-ce que c'est techniquement possible, en fait, de proposer un environnement qui est vraiment adapté et approprié aux plus jeunes? Est-ce que c'est possible pour les plateformes de flouter certains contenus, par exemple, a priori, d'utiliser différemment ou de ne pas utiliser des algorithmes avec des publics plus jeunes? Est-ce qu'il y a aussi une possibilité technique? Oui, merci. Alors, je maintiens que l'ère de l'autorégulation, disons, de la part des plateformes est définitivement finie. Ça, on en a bien conscience. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est des cadres législatifs clairs dans lesquels les entreprises peuvent agir. Et surtout au niveau européen, on voit qu'il y a beaucoup d'États membres qui continuent seuls leurs propres initiatives, par exemple sur la majorité numérique, mais ce qu'on préférait, c'est bien sûr une approche européenne. Il y a une forte volonté d'agir de la part des entreprises, ça c'est sûr. La protection des mineurs, c'est une priorité absolue en ce moment, tant au niveau pratique que politique, ça, je peux vous le garantir. Après, cette forte volonté d'agir, parfois, elle est empêchée, notamment au niveau politique. Très rapidement, il y a un règlement européen en ce moment sur les contenus pédopornographiques en ligne. Là, les entreprises souhaitent agir, mais elles sont empêchées par le niveau politique. Donc là, il y a aussi pas mal de choses à faire. Par contre, je rejoindrai les interventions précédentes au sujet d'un dialogue nécessaire entre toutes les parties prenantes. Vous pouvez compter sur les plateformes, elles sont toujours prêtes à discuter et voir comment améliorer les choses. À partir du moment où il y a tout le monde qui est autour de la table, il n'y a aucun problème. Ce dialogue est aussi très nécessaire quand on parle de la vérification de l'âge en ligne, qui est forcément liée à une potentielle interdiction ou alors un âge minimal pour accéder aux réseaux sociaux. Là, il ne faut pas prendre ça à la légère, parce que la vérification de l'âge forte, qui est basée potentiellement sur la vérification des documents d'identité, c'est pas non plus quelque chose qui peut paraître très proportionnel quand on parle d'accéder aux réseaux sociaux. Donc là aussi, je pense qu'il y a pas mal de dialogue à avoir avec toutes les parties prenantes. On mentionnait plutôt la solution européenne qui va très vite au niveau technique. C'est très bien, on s'en félicite, mais est-ce que tous les mineurs ont accès à des documents d'identité qui leur permettraient ensuite d'ouvrir un compte, même après 15 ans ou 13 ans, tout cela dépend de l'âge? Je ne crois pas au niveau européen, donc là aussi il y a quand même pas mal de travail à faire pour garantir l'accès des mineurs à ce genre de service. Voilà. Après, vous me posiez la question au sujet des mesures spécifiques. C'est tout à fait possible. Alors, il y a donc deux choses, des services qui sont spécifiquement dédiés aux mineurs. Je pense à YouTube Kids et aussi à Spotify pour les enfants. Donc ça, ce genre de service existe. Donc c'est tout à fait possible de mettre ça en place avec des contenus qui sont spécifiquement dédiés aux enfants, aux mineurs. Et aussi des mesures spécifiques dans les réseaux sociaux. Donc on a parlé plutôt des comptes pour ados sur Instagram, d'autres plateformes, par exemple TikTok, interdit aux mineurs à partir avant un certain âge de faire des lives sur son service. On a aussi la possibilité de supprimer des contenus dont on ne voudrait plus être recommandés sur les réseaux sociaux. Donc il y a plein de choses qui sont déjà mises en place par les plateformes. Peut-être qu'il y a aussi un souci d'information de la part des plateformes pour montrer ce qui est déjà disponible. Ça, c'est possible. Mais voilà, il y a tout un tas de choses qui existent. Donc voilà, de toute façon, on est toujours prêt à discuter et à avoir de potentielles améliorations. Merci beaucoup. Antoine Delforge-Goenel vient de mentionner cette question de l'identification en ligne via, par exemple, sa carte d'identité, en disant il ne faut pas prendre ça à la légère. Est-ce qu'on peut
concilier outils de vérification de l'âge et respect de la vie privée? Ou est-ce que c'est une utopie? Ou qu'est-ce qu'on a comme option à ce niveau-là? Je pense qu'en l'état actuel, en effet, on parle d'It's Me. It's Me, c'est vrai que c'est lié aux banques, puisque derrière, c'est les comptes en banque. Donc It's Me n'est pas utilisable, sauf à dire à tous les enfants qu'ils doivent créer des comptes en banque pour aller en ligne. Donc à ce stade-ci, par exemple, It's Me, ça ne fonctionnerait pas. Demander aux plateformes qu'elles contrôlent elles-mêmes les cartes d'identité en disant chaque jeune devrait prendre une photo de sa carte d'identité et via un algorithme, on vérifierait que ce soit bon. Ça, c'est problématique parce qu'on va leur demander de collecter plus d'informations sur vous. Et donc ça, c'est pas idéal. Après, il faudra pas s'étonner s'il y a des soucis derrière parce qu'il y a une fuite de données, ça peut arriver. Donc ça, c'est pas idéal. L'idéal, ça sera en effet qu'il y ait des acteurs étatiques qui puissent servir d'intermédiaires. Le problème étant que ça va aussi, dans une certaine mesure, freiner parce qu'on va dire est-ce qu'on doit se connecter une seule fois? Est-ce qu'on doit se reconnecter régulièrement avec It's Me? It's Me, c'est donc à chaque fois qu'on se connecte sur n'importe quel compte qu'on doit utiliser. Donc ça voudrait dire, est-ce qu'on doit se connecter sur Facebook ou sur Snapchat tous les jours, tous les 2 jours, en repassant par une deuxième application? Donc ça, il y a des côtés pratico-pratiques qu'il faudra vérifier parce que si on est trop exigeant, ça va embêter tout le monde et à la fin, c'est un peu comme sur Internet quand vous avez les bannières au début. Est-ce que vous voulez accepter qu'il y ait certains, ce qu'on appelle des cookies qui vous soient recommandés? À un moment, vous avez une fatigue informationnelle et donc c'est un peu pour répondre aussi à votre question en disant tout à l'heure, enfin votre affirmation tout à l'heure qui disait peut-être que si on redonnait du pouvoir aux gens, le problème, et ça je suis le premier à le faire aussi, quand on donne du pouvoir aux gens, des fois ils ont une certaine fatigue à devoir gérer tout ça en disant moi je ne vais pas passer 10 minutes tous les jours à refaire ceci, à reparamétrer, à rechoisir ce que je ne veux pas. À un moment, j'ai envie que ce soit sympa, chouette, et donc il y a un moment, tant pis, ma vie privée, je sais bien qu'il y a des dérives. Donc ça, je pense qu'il y a aussi ce problème. Donc je pense que l'authentification à moyen terme, c'est faisable, je pense, via une identité numérique des États. Ça peut, là, dans ce cas-ci, ça pourrait se justifier, je pense. Et je pense qu'il faut aussi prendre un certain temps. Et ce n'est pas du tout pour faire gagner du temps aux réseaux sociaux, aux plateformes, en disant il faut encore réglementer. Oui, ils ne sont pas assez réglementés. C'est vrai qu'il faut laisser aussi parfois un peu de temps à un certain cadre réglementaire qui est assez récent. Contrairement à ce qu'on peut penser, 6 mois, c'est très court. En été, dans 1 an et demi, c'est assez court le temps de comprendre la règle, de voir jusqu'où on peut aller la tirer, la faire appliquer, sanctionner la première personne qui a pas respecté la règle, parce qu'évidemment les réseaux sociaux et les autres plateformes vont aussi jouer avec les limites. Ça, c'est le jeu entre guillemets du régulateur et c'est le jeu du policier et du voleur. Il y en a un qui essaie de dépasser, l'autre il le rattrape et il lui dit voilà. Donc la limite, il faut la trouver. Et moi, quand je lis certains textes réglementaires actuels, récents même, ça fait 10 ans que tout ça en fait existe à des proportions différentes, mais tout ça, tout ce qu'on dit qu'aujourd'hui, existait déjà il y a 10 ans quand Facebook a commencé. Donc quand moi j'ai commencé il y a 10-12 ans à aller sur les réseaux sociaux, tout ça existait déjà, de manière moins grave, mais ça existait déjà. Donc les réglementations, il y en a eu une dizaine sur ces sujets-là entre-temps. Donc depuis, et les réalités n'ont pas fondamentalement changé. Il y a juste que des fois, il n'y a pas ce courage politique de clarifier une règle, en disant on verra en pratique. Et il y a des fois, il y a des règles qui existent qu'on ne veut pas appliquer jusqu'au bout de l'esprit de la règle. Quand on dit qu'il y a des problèmes d'addictifs, il y a des problèmes d'addiction, il y a des législations qui existent déjà là-dessus pour réglementer, pour interdire, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le côté commercial, comme vous expliquez aussi, sur les jeux vidéo, des choses ainsi. Il y a déjà des pratiques commerciales qui sont considérées comme inacceptables. C'est juste qu'à ce stade-ci, les plateformes, elles ne vont pas se dénoncer elles-mêmes. Et il y a des cas, on dit que c'est discutable. C'est vrai que moi, quand je dis il y a des cas, je vous ai dit les contenus tout à l'heure, est-ce qu'ils sont légaux, pas légaux? Il y a des fois où le Skinny Challenge, c'est pas si évident que ça, que ce soit illégal en soi, mais on peut dire dans son contexte, on pourrait l'apprécier. Donc c'est pas si évident que ça parfois avec la plateforme. On pourrait lui taper dessus en disant t'as trop supprimé aussi. Donc ça, c'est pas toujours évident pour les plateformes. Et donc ce côté-là, parfois, c'est pas évident parce que le législateur, il peut pas tout anticiper non plus. Donc il faut des fois laisser le temps au temps et au texte de s'appliquer. Parce que le problème, c'est que si on régule, on va dire c'est pas grave, on remet à zéro et on redémarre. Et en fait, on n'a jamais le temps d'aller au bout d'une certaine logique qui aura ses défauts. Mais au moins, on va dire essayer de laisser un peu le temps à certaines législations parce que la plupart des remarques qu'on a, il y a les moyens dans les textes actuels pour aller dedans. Mais il faut vraiment aller jusqu'au bout avec ces textes-là, que dire non, on va redémarrer, ça va pas assez vite. Et ça, c'est parfois un problème des politiques qui disent ça n'avance pas, donc on va refaire un nouveau texte. Et après, on va le remodifier dans 2 ans. Et on va le remodifier dans 6 mois. Alors qu'on a dit, mais on n'a toujours pas. Il y a des textes il y a 5 ans, le RGPD, toutes les questions de vie privée, ça fait 7 ans que ça existe. Et on n'a toujours pas avancé sur la question de la majorité. On l'a posé il y a 7 ans.
on l'avait à moitié tranché puisqu'on avait dit les États décident leur âge de majorité. On aurait très bien pu le faire il y a 7 ans. On a dit non, on n'a pas le courage politique de le décider, chaque État va le décider lui-même. Donc il y a des cas où c'est juste une question d'appliquer des textes qui existent déjà et les appliquer jusqu'au bout, donner les moyens aux autorités qui contrôlent ces textes-là de faire des dépôts de plainte, que ce soit de la police, des régulateurs qui ne sont pas des policiers, et de leur donner plus de moyens en disant on va les regarder, on va les engueuler tel acteur s'il n'a pas fait ce qu'il fallait, on va le poursuivre si à un moment ça fait 3 fois qu'on lui rappelle, et parfois on va lui clarifier les règles parce que le texte légal il a dit c'est vrai qu'il faudra vérifier en pratique comment ceci on l'applique parce qu'on ne peut pas tout anticiper. Mais donc on est toujours après, on est toujours à poster. Mais ça on sera toujours, c'est le droit, c'est l'idée, et alors on dit... Non mais d'où la question de l'interdiction aussi, parce que ça veut dire qu'on prend toujours le risque que les jeunes soient confrontés à quelque chose d'inapproprié qu'on va retirer après. Et là on va avoir la problématique, c'est qu'inapproprié, c'est pas la même chose que illégal. Et inapproprié, j'entendais tout à l'heure, il y a des contenus pédopornographiques, ça c'est assez évident que c'est illégal. Il y a des contenus qui choquent, des propos sexistes, on a eu un exemple tout à l'heure. Propos sexistes, c'est pas illégal. Jusqu'à une certaine limite, c'est pas illégal. Et donc, il y en a dans la vie de tous les jours, à la télé, on entend des propos sexistes. Donc c'est compliqué d'aller dire à des plateformes, vous allez aussi tout nettoyer. Parce qu'à 13 ans, il y a aussi jusqu'à une certaine mesure, des contenus qui peuvent être pas très chouettes à regarder, mais c'est la vie aussi. Et qu'à 13 ans, il faut être aussi commencer en tout cas, à être confronté à des choses qui sont pas très sympas, parce que sinon, les réseaux sociaux aussi, jusqu'à 17 ans, c'est les bisounours. C'est comme si on allait à la piscine, on dit, tu sais pas nager, tout de suite à 17 ans, on va te lancer dans le grand bain. Si on n'est pas au début passé par la petite profondeur, ça va être violent à un moment. Donc, c'est pas mal de se dire sur les réseaux sociaux, il ne faut pas non plus tout nettoyer. Il faut juste, il y a une granularité, une gradation des contenus. À se dire, à 13 ans, non, ça, non, on ne discute pas. Et à 14, 15 ans, oui, il y a des choses qui sont peut-être pas folles. Et alors, on peut toujours dire, et par exemple, c'est le pire exemple, et c'est un qui me vient, c'est sur X, donc sur Twitter, il y a des contenus, on dit, attention, ça peut choquer. En tout cas, c'est sur les enfants, c'est un peu différent. Il y a des contenus, ça peut choquer. C'est ça, ça peut te choquer. Si tu veux, tu peux aller le voir dans certains cas. Chez les adultes, même chez les adultes, c'est un propos qui a été tagué, considérant comme violent, sexiste, sexuel dans certains cas. Si tu veux aller le voir, sache que tu peux le faire. Généralement, c'est pour les adultes, mais voilà, tu peux le faire, mais au moins, il y a cette idée, mais au moins, tu es averti. Merci. Madeleine, je voudrais vous entendre un instant. Je vous demande d'être un tout petit peu courte, s'il vous plaît, sur cette réponse-là, parce que je voudrais à nouveau absolument entendre les élèves. Donc, on parle d'encadrement. Donc, l'encadrement, c'est aussi de la part des parents. On a vu les chiffres par rapport au contrôle parental, 89% qui en ont, avec des mesures diverses. Moi, à titre personnel, j'étais un peu surprise de voir qu'il n'y avait qu'un tiers des jeunes qui avaient une limite de temps d'écran, par exemple. Je pensais que c'était plus largement répandu. Moi, je voulais savoir un peu comment on fait pour que ce contrôle parental, il soit un outil de dialogue et d'accompagnement, et pas simplement de surveillance et de contrôle. Mais je crois que je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, la question c'est vraiment le dialogue. C'est en tant que parent, tu as la responsabilité de protéger ton enfant. C'est pareil, si on le jette dans la piscine, mais on va d'abord peut-être lui mettre des brassières. Donc, et la brassière, c'est pas l'enfant qui va y penser, c'est évidemment le parent. La logique du contrôle parental, c'est la même chose. Et moi, je pense que c'est d'ailleurs un outil assez formidable parce qu'il permet d'ouvrir le dialogue sur combien veux-tu d'écran par jour, où est-ce que tu veux aller, quelles applications, pourquoi. Et donc, moi, je pense que là, on donne le pouvoir, en tout cas aux parents, de garder quand même la main éducative et aux enfants d'expliquer leur situation qui est, d'une part, une situation très individuelle et personnelle, parce que le temps d'écran pour un enfant ou un autre n'est peut-être pas forcément toujours on ne peut pas appliquer les mêmes règles pour tout le monde. Et ça permet aussi à l'enfant de pouvoir expliquer en quoi est-ce que le fait d'être sur les réseaux sociaux lui procure soit du plaisir, soit de l'information, des connaissances nouvelles, etc. Je sais que je vais être courte, mais j'aimerais quand même juste réagir sur ce qui a été dit précédemment, parce que comme il y a des éléments qui se posent, on a des idées qui viennent. Et donc, moi, je voudrais juste veiller à bien signaler le risque que les entreprises prennent la main sur la protection des mineurs. Vous l'avez dit tout à l'heure, Madame Mercier, mais en fait, la question éducative, elle doit vraiment rester aux mains des parents, des enfants et des responsables politiques. Je dis ça parce qu'actuellement, on voit une espèce de marchandisation de l'éducation par rapport aux réseaux sociaux. Donc, on a des grandes marques, dont je ne citerai pas le nom ici, qui sont des opérateurs téléphoniques, qui vont lancer des concours
sur l'usage des réseaux sociaux, sur l'usage des écrans. Donc en fait, ils sont en train de faire quelque chose qui est assez pernicieux parce qu'ils se positionnent comme étant préoccupés par la question de la protection des mineurs. Mais en gros, derrière ça, c'est simplement de la captation de données, de la captation d'abonnements, derrière des couverts de protection des mineurs sur un sujet auquel eux-mêmes participent fameusement. Voilà. Merci. Non, c'était intéressant de pouvoir réagir. Pas de problème. Alors, je voulais redonner la parole à notre super public. Ce que je voudrais savoir, si vous êtes d'accord en levant la main, qui a un contrôle de temps d'écran sur les réseaux sociaux? Donc, c'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5... C'est nouveau, plus ou moins un quart, hein, c'est ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Aidez-moi. Un tiers, un quart. Ok, d'accord. 14 et 15 ans. Et il y avait, oui, effectivement. Est-ce que... Moi, les questions que j'aimerais bien vous poser par rapport à ce contrôle parental, c'est qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est utile ou pas? Est-ce que vous en discutez avec vos parents de façon aisée ou est-ce que c'est plutôt une source de tension, de dispute dans la famille? Et est-ce qu'on pourrait aussi savoir sur quel type d'application aussi? Parce que réseaux sociaux, vite fait, je reprends vite 2 secondes la parole. Sur les réseaux sociaux, il y en a certains qui vous diront les applications de discussion sont des réseaux sociaux, certains vous diront que non. Alors que c'est fondamentalement un mécanisme différent. Donc il y en a qui vont dire WhatsApp, bah, c'est pas un réseau social. Si on va regarder sur ce qui s'apparenterait à une définition juridico, je sais pas quoi, certains diront que c'est pas un réseau social. Donc voilà, il y a peut-être aussi un intérêt à clarifier sur ces aspects-là. Mais peut-être c'est intéressant si vous prenez la parole d'expliquer si vous avez par exemple un contrôle de temps d'écran sur quel type d'application et comment ça se passe les discussions. Vous avez toujours le micro ou pas? Ah merci. Voilà. Bonne aventure de le. Ouais. Merci. Et n'oubliez pas de vous présenter. Si on ne vous voit pas, vous pouvez vous lever si vous avez envie d'être vu, sinon vous pouvez rester assis, c'est comme vous voulez. C'est Nawel qui parle. Oui. Il y a les téléphones, il y a les ordinateurs, il y a les tablettes, il y a plein de choses, en fait, plein d'outils qu'on peut utiliser pour aller sur les réseaux sociaux et les parents, ils n'y peuvent pas forcément exactement. Et vous leur dites pas, évidemment. Oh non, mais il faut mettre partout. Ils savent, mais bon, ils vont pas non plus. Ils vont pas non plus sur chaque écran c'est ça. Sur lequel on est. Mais après, moi, par exemple, j'ai une de 3 heures sur tout mon téléphone. Et sur Instagram, par exemple, c'est 1 heure. Sur YouTube aussi, 1 heure. Ok. Donc, aussi par rapport à l'heure à laquelle je suis le téléphone. À 19h, ça s'arrête. C'est ça. Des mesures du style, il faut laisser son téléphone en dehors de sa chambre. Est-ce que vous pouvez, avec vos mains aussi, me dire qui est obligé de laisser son téléphone en dehors de sa chambre avant d'aller dormir? Ah ouais, c'est un peu plus que le temps. Ouais, c'est pas mal ça. Ok. Est-ce que quelqu'un veut partager sur les discussions avec les parents? Est-ce que c'est plutôt une chouette discussion? Est-ce que c'est plutôt des tensions? Ça peut être chouette, hein, pourquoi pas. Je vois quelqu'un là-bas qui veut réagir. Si vous pouvez lui passer le micro. Ah pardon, je n'avais pas vu, excuse-moi. Après, on revient chez toi, excuse-moi. Vas-y, et puis on reviendra après. La question, c'était de savoir... Mais si tu avais envie de dire autre chose, tu peux dire ce que tu voulais, il n'y a pas de souci. Moi, je demandais les discussions avec les parents. Est-ce que c'est des discussions plutôt constructives ou c'est plutôt des conflits, des disputes par rapport c'est souvent des conflits. C'est souvent des conflits parce que les parents veulent mettre des limites. Et moi, j'apprécie pas spécialement le fait qu'ils veulent mettre des limites, même si parfois je comprends. Surtout pour dormir avec mon téléphone. Ils m'interdisent de dormir avec mon téléphone, mais je leur remercie de m'interdire, sinon je serais sur mon téléphone toute la nuit. Je sais même pas me contrôler moi-même. Mais par rapport à la journée, avant j'avais un contrôle parental. Et maintenant, j'ai plus. Et en fait, je pense qu'ils s'en foutent tant que j'arrive à me contrôler. Et quand tu es dans des moments, genre en famille ou quoi, tant que je suis pas tout le temps sur mon téléphone et tant que je sais faire autre chose et que ça prend pas tout mon temps, genre de loisirs ou mon temps libre, je pense que ça va. Et c'est souvent des conflits. Mais du coup, maintenant, il n'y a plus trop parce que ils sont un peu plus chill. Okay. Donc, ils voient que tu arrives à gérer et donc c'est plus une confiance et il n'y a plus de limites fixes qui sont. Ok, merci, c'est intéressant. Quelqu'un d'autre, on peut retourner ici parce que je pense que Yael voulait dire quelque chose. Vas-y. Oui.
dans les journées qu'ils apprennent, donc il y a aussi une question des responsabilisations des enjeux, comme l'a dit, c'est là ce qu'il y a sur le réseau, ce qu'il y a à rester dessus, c'est problématique, mais c'est aussi la manière dont ils les utilisent, le temps de place dessus et les contrôles. Donc c'est surtout une question de responsabilité individuelle. Après, les parents peuvent jouer un rôle dedans, mais à partir d'un certain âge, je trouve que c'est bien de l'idée de savoir se communiquer de soi-même. Parce que souvent, c'est les gens adultes et c'est ça comme ça pour le raison. Merci. Moi, pour ma part, j'ai un cadre parental. Et pendant les vacances, ma maman elle m'enlève parce qu'elle a beaucoup de confiance que la journée elle est là parce qu'elle travaille. Et du coup, elle ne sait pas vraiment comment gérer, surtout que quand on est en France, des fois on est présent. Du coup, on a ça une nièce. Mais je sais que pour la semaine, elle répète toujours à quelle heure. Par exemple, le soir, par exemple, je me déplace sur le téléphone, mais avant, je ne me déplaçais pas. Mais elle sait que maintenant, quand elle me dit d'arrêter les écrans le soir, ou elle sait des fois qu'on n'a pas une certaine d'arrêter. Aussi, on a toujours envie de continuer à se connaître ou de parler avec quelqu'un. Et du coup, elle a préféré enlever le téléphone le soir. Et voilà, la même chose le matin. Et je sais que aussi, quand on est convié, elle m'a donné ça. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Il y avait peut-être encore une prise de parole? Ah pardon, oui, je ne te voyais pas. Je voulais juste revenir sur quelque chose que vous aviez dit juste avant, par rapport à YouTube Kids, par exemple. Enfin, c'est bien d'avoir des réseaux sociaux qui sont conçus comme un certain âge, mais il ne faudrait pas nous infantiliser non plus et nous dire que vous n'êtes pas assez mature pour utiliser des réseaux sociaux quand je suis plus âgée, on va dire. Parce que après ça va nous mettre on va se dire on n'est pas assez mature, ils ne prennent pas au sérieux, etc. Alors qu'on a le droit aussi d'avoir une voix, on a le droit de s'exprimer. Et nous couper ça aussi, c'est nous couper quelque chose qui a toujours fait partie de notre vie, puisqu'on a grandi avec ça. Ok, merci. Peut-être encore Nathanaël? Pardon, c'est vrai que j'attends ici. Par rapport, j'aimerais réagir par rapport au fait d'en discuter avec les parents. Dernièrement, moi, je pense que je suis une des personnes, un genre de personne qui ne préfère pas parler de ces discussions avec les parents parce que pour mon cas, les parents sont un peu refermés dans tout ce qui est téléphone, tout ça, tout ce qui est la nouvelle technologie de notre génération. Et donc, même si genre, on essaie de trouver des solutions pour les sociaux, par exemple, je considère aussi par exemple des applications de messagerie comme WhatsApp, un réseau social. Et donc, ils sont très informés sur ça, ils vont déjà arriver à les convaincre à relâcher un peu la tension, même juste sur les applications de messagerie. Ça va être compliqué, donc là, ça va être encore plus compliqué, c'est pas même genre presque impossible de faire relâcher la pression sur les réseaux sociaux, surtout dans ces moments où on parle de tout de suicide et tout ça, de problèmes mentaux et tout ça. Mais il faudrait aussi que ça va pas venir tout le temps de nous, on va aller vers les parents, mais aussi doivent comprendre qu'elle est dans les différentes générations, qu'on est dans une autre époque et qu'ils disent appeler éviter de s'agir d'attendre 3 heures pour que la personne présente, tout ça, de mon côté même, mais en vu du tout en même temps, il y a des personnes qui préfèrent rester chez elles et même téléphoner, après, ou même juste se messager, ça peut être plus trop parce que sont aussi des images et tout ça, peut être quelqu'un avec des amis parce que ok on sort, on discute, mais après un moment ça va terminer, donc on peut être un moment de bug dans une discussion, on est ensemble face à face, on sait plus quoi dire, tandis que sur les messages, on peut tranquillement dire ouais, je suis un peu fatigué ou pas, c'est un peu easy, mais bon voilà, comme ça c'est simple, ça peut être ça, assez. Merci.
Je pense qu'il y avait quelqu'un qui n'avait pas encore parlé, qui était Lisa, la personne à côté de toi, ne voulait pas parler, ou j'ai mal vu, il y a quelqu'un qui... Non? Peut-être Nathanaël. Ah voilà, non mais voilà, toi tu levais la main hein, et on t'a pas encore entendu, donc si tu veux prendre la parole, vas-y. Comment je fais pas? Moi, je pense que parfois. Donc, moi, à un moment, j'étais curieux. Donc, je suis allé sur plusieurs sites des réseaux sociaux et je suis allé en deux versions. Un compte qui me donnait accès aux trucs plus adultes et la version enfant. J'étais curieux de quelle était la différence et la différence m'a un peu choqué. Parce que par exemple, sur YouTube, par exemple, c'était très facile pour moi de trouver des trucs générés d'IA, de personnages en train de faire des trucs qu'on voit dans des films de 18+. Pendant ce temps, je vais sur un compte d'un youtubeur que le pire que j'ai vu, c'est lire le mot mince, et 98% de ses vidéos sont auto-censurées. Et je me suis dit, mais c'est pas logique. C'est pas logique qu'on fait faire un gars que le pire qu'il a dit c'est peut-être un mot grave. Pendant ce temps, des personnes peuvent faire des vidéos générées par IA de personnages en train de faire des trucs qui sont graves. Et à ce moment-là, c'est acceptable parce que c'est juste des vidéos générées par des IA. Je trouve pas toujours ça très cohérent, la façon dont on censure cette C'est très incohérent. Et la raison pourquoi moi je pense qu'ils font ça, c'est parce que ces vidéos générées par IA donnent beaucoup plus d'argent au site que la personne qui a dit au pire le mot mince, un mot grave. C'est ça. Je pense que c'est pas toujours pour des raisons de protection, mais plus pour des raisons écrites. Très hypocrite parce qu'ils disent qu'ils n'ont aucune manière de censurer. Par contre, ils font tout dans leur chemin pour pousser ces trucs durs juste parce que ça donne plus d'argent. Ok, merci pour ton partage. Je ne sais pas si Gwenaëlle a envie de réagir à ça, non? Ok, écoutez, j'avais une dernière partie que je voulais aborder avec vous, mais on a dit tellement de choses intéressantes qu'on ne va pas avoir le temps de faire cette dernière partie. Cette dernière partie, c'était surtout pour voir et réagir aussi à ce que tu disais là, Nawel. Est-ce qu'on peut se responsabiliser face à des algorithmes qui sont parfois très puissants? Et je faisais référence aussi au rapport de Amnesty International qui montre que très vite, quand on est sur les réseaux, on va être confronté à certains contenus suicidaires et ça. Donc, même si on veut se responsabiliser, est-ce qu'on peut toujours? Mais je pense que vous avez déjà amené beaucoup de réflexions intéressantes par rapport à ça. Et donc, ça veut dire qu'on doit continuer la discussion dans un autre forum, à un autre moment. Donc, je termine ici en remerciant mes invités. Merci beaucoup. On va peut-être les applaudir, s'il vous plaît. Et puis, je voulais sincèrement vous remercier et remercier Karine Denis d'avoir accepté de venir ici avec sa classe et Sacha Bosso, si je prononce bien. Merci beaucoup. Et je voudrais terminer aussi en remerciant très fort ma collègue Lisa Mailleux qui a tout organisé et qui a mis énormément d'énergie dans cet événement. Bravo à elle et merci. Merci à tous et vous pouvez aller piquer encore tous les bonbons et les sodas qui restent là-bas. Merci beaucoup.